Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports. Une fois n'est pas coutume, nous revenons à l'univers de Marvel Studios en sa plein été 2023 pour aborder la dernière de leurs productions sorties sur la plateforme Disney+. Ça s'appelle Secret Invasion. Ça nous parle de Skrulls qui ourdissent un vaste complot politique pour déclencher une nouvelle guerre mondiale à l'insu de toutes et tous. Ça prend racine un petit peu dans ce qui avait été introduit de l'univers Marvel dans le film Captain Marvel qui était sorti en 2019 où justement on découvrait les Skrulls qui n'étaient pas forcément des aliens ultra méchants comme dépeints dans les comics Marvel originellement, et donc on retrouve surtout Samuel L. Jackson qui est le héros de cette série en 6 épisodes de 1 demi-heure et quelques chacun, donc ça fait à peine un film de 3 heures. C'est pas si long que ça, et surtout c'est pas terrible, et je vous avoue que la question de faire ce podcast s'est posée à plusieurs reprises, notamment vous verrez que Corentin ne sera pas là pour vous faire un point Corentinpédia, puisque il a, je cite, il m'a dit ça te dérange si je fais pas le podcast, ce à quoi je n'ai pas vraiment eu le choix de répondre oui ou non, puisque je suis pour la démocratie et pour que les gens puissent s'exprimer s'ils en ont envie ou pas. Mais donc, je ne suis quand même pas tout seul. Je suis bien accompagné. Avec moi, il y a un gars, une fille, Chouchou et Loulou. Alors, je commence par qui? Océane, tu es avec nous. Merci de te dévouer pour cette cause-là. Merci. Tout le public te remercie également. De rien. Je représente un peu Corentin et moi, parce que Corentin n'a vu que le pilote. Donc, je vous transmettrai son avis sur le pilote uniquement. Et à côté, donc, Loulou, Yérim plutôt, Splinter, tu es avec nous. Comment tu vas? Écoute, super. Super. On pourrait être là, moi et Océane, parce qu'on a vu la dernière saison d'Harley Quinn, je pense que tu l'as vu. Oui. Mais non. On a décidé de venir se faire du mal. Mais elle est pas finie encore la saison. Non. La 3. La 3, pardon, on n'a pas fait la 3. Oui, la 3, c'est vrai. La 3, on l'a pas faite. C'est vrai. Non, mais la 4, elle a commencé et elle est très bien. Regardez-la. Très bien. Bon, désolé, tu aimes te faire du mal, mais en même temps, j'ai agité une petite bouteille de Gewürztraminer comme ça, et je t'ai vu accourir comme ça depuis chez toi. T'as fait genre. Je suis monté par le balcon. C'est ça. T'es venu. Donc voilà, avec une pointe d'alcool, on sait quand même te faire venir, même si c'est pour des trucs un petit peu. L'alcool a un rôle dans la série qui est inexplicable d'ailleurs, mais voilà. On va y revenir juste après, parce que figure-toi que tu vois que je ne vois même plus à quoi tu fais je comprends pourquoi. Je comprends votre oubli. Y a pas de souci. C'est ça. Et donc là, c'est bien qu'en fait, c'est Yérim qui va avoir le plus de mémoire pour nous parler un peu de tout ce qui allait pas dans cette série, que moi, je résumerais au final surtout par un grand ennui, en fait, où j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand chose. Mais donc, on va commencer par cette première partie sans spoiler, parce qu'on va se plier au protocole, même si clairement on imagine que les personnes qui nous écoutent auront peut-être majoritairement choisi de passer, de pas la regarder, mais au cas où on va quand même se garder cette partie sans spoilers au début, histoire que si jamais vraiment il y en a qui voulaient encore la découvrir après nous avoir écouté, ce qui serait vraiment surprenant, je dois bien vous l'avouer, mais voilà, comme ça ils n'auront pas leur plaisir gâché. Je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui ont vu Flash pour écouter le podcast. Oui, c'est vrai, il y en a qui nous l'ont dit, et ma foi. Ne faites pas ça. C'est ça. C'est très gentil, mais en fait, juste écoutez-nous, mais après, gardez-vous les 3 heures de vie, puisque la vie est courte. Alors, Océane, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu en attendais quelque chose quand même? Est-ce que tu as lu un petit peu Secret Invasion en comics, ou est-ce que tu voyais un peu de quoi ça parlait? Et donc, est-ce que tu étais biaisé dès le départ par le fait que, évidemment, que ça n'aurait jamais l'envergure de ce qu'a été Secret Invasion en comics? Alors, ma lecture de Secret Invasion remonte à il y a bien 10 ans. Donc, inutile de vous dire que je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est le postulat qui est que, au fur et à mesure des années, les Skrulls sont remplacés de plus en plus de héros dans les comics Marvel. Et on le voit notamment lors de gros events où on voit que, en fait, il y avait des interventions peut-être pas si humaines que ça. Du coup, je me disais pourquoi pas pour la série, parce que moi j'aime bien Nick Fury, en fait. J'aime bien Samuel L. Jackson qui balance du motherfucker sans dire le mot fuck. Je trouvais ça toujours rigolo. J'aime beaucoup Talos aussi, parce que j'aime beaucoup Ben Mendelsohn, et je trouvais que leur bromance dans Captain Marvel était un des points forts du film, et je trouvais qu'ils se répondaient bien, les deux. C'était un peu inattendu, tu t'attends pas forcément à voir Ben Mendelsohn devenir le BFF de Samuel L. Jackson, mais je trouvais que ça prenait bien. Le problème, c'est que quand on a annoncé une structure en 6 épisodes sur Disney+, avec un casting aussi réduit,
je pense que tout le monde a compris que ce serait pas de la même envergure que le comics. Donc parfois on se dit tant pis, c'est pas grave, il y a quand même 2-3 choses qui peuvent en ressortir, comme dans Civil War où t'avais quand même 2-3 choses un peu réussies à ce niveau-là. Bon, pas tout, mais tout n'était pas à jeter dans Civil War à mon goût. Mais par contre, là, c'est juste, il y a rien à sauver. On a l'impression que, sans spoiler, c'est une série qui est faite pour se débarrasser de personnages secondaires ou tertiaires dont on ne savait plus quoi faire. Du coup, on décide de s'en débarrasser. Ça aurait pu être l'occasion aussi de voir des personnages revenir, ils reviennent pas. Ou alors, s'ils reviennent, c'est sous des formes extrêmement décevantes. Et puis, j'ai aussi eu l'impression de voir beaucoup de personnages qui étaient une redite de ce qu'on avait déjà. Notamment celui d'Olivia Colman ou même celui de Priscilla. Si je dis pas de bêtises, c'est bien son nom, humain. Donc vraiment une impression de gâchis, de tout ça pour ça. En plus, ça annule complètement le propos un peu plus humaniste, j'ai trouvé, de Captain Marvel, qui disait qu'en gros, fallait pas voir les gens qu'on ne connaissait pas. C'était des réfugiés. Et en fait, c'était quand même bien. Enfin, je trouvais ça bien qu'un film comme Captain Marvel, qui se vend sur une rivalité, te dise qu'au fond, le méchant est peut-être pas si méchant que ça, et que faut peut-être parfois se remettre en question contre l'ordre établi pour réaliser que parfois les immigrés sont juste des immigrés qui veulent juste une maison comme tout le monde. Et j'ai trouvé ça assez cynique. Dans la même veine politique très très droite dure de Falcon et Winter Soldier. Et ça m'a beaucoup déçu parce qu'on sent que ces deux séries-là veulent justement s'inscrire dans la lignée de Winter Soldier, du film Captain America's Winter Soldier, sauf qu'aucune d'entre elles ne lui arrive à la cheville ni même au doigt de pied. Donc pour moi, c'est vraiment la pire série Marvel Studios. J'y ai bien réfléchi parce que ça se jouait entre ça et Moon Knight. Et en fait, je trouve que même dans Moon Knight, il y a plus de trucs. Si Corentin était là, il dirait ouais, mais Hawkeye, n'oubliez pas Hawkeye. Et tout. Ouais. Mais... Alors déjà, parce que franchement, entre Hawkeye, Moon Knight et Secret Invasion, il y a quand même, il y a jeu quoi. Pour moi, si tu veux, dans Hawkeye, il y a quand même Ellie Stanfield qui est vraiment très bien. Et dans Moon Knight, attention à ce que tu vas dire. Il y a plus de sincérité dans ce qui va être raconté de la part du showrunner dont j'ai vu les films entre temps, et je confirme il est vraiment dans Moon Knight est un peu dans la lignée un peu sociale de ce qu'il fait dans ses films. Oui, j'ai vu parce que du coup j'ai vu les Femmes du bus 678, un film égyptien que je vous recommande, qui était vraiment bien, et c'est passé le même réal. Mais là, dans Secret Invasion, on sent une entreprise extrêmement cynique et dénuée de toute personnalité. Et autant on peut détester. C'est parce que c'est des Skrulls. Et on peut détester des séries comme Moon Knight, effectivement, que moi j'aime pas du tout, mais au moins il y avait une personnalité derrière le mec qui l'a écrite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là, je retrouve rien de ça. Et effectivement, tu parles je disais pas de personnalité, dès le générique, il n'y a pas de personnalité, tout simplement. Disons qu'il y a 8 artistes au lieu d'une quarantaine, et que c'est généré par IA, ça a fait une polémique, effectivement, à juste titre. En plus, leur timing avec la grève était excellent. C'était vraiment le moment. Après, je t'avoue, je vais pas les plaindre, pour le coup. Mais c'est, en fait. Tu sais que Bob Iger a un cœur, Arnaud? Non, c'est pas possible. Justement, non. C'est lui qui a dit le commentaire, on va tous les affamer et les expulser de chez lui, ouais. Mais peut-être qu'il le pensait pas vraiment. Bah ouais. Peut-être que c'est un Skrull qui est Bob Iger. Mais alors c'est fou parce que le type qui est showrunner, qui est pseudo showrunner sur Secret Invasion, si tant est qu'il y ait des showrunners sur les séries à Disney+, il a été scénariste pour Mr. Robot, pour Borgia aussi, qui sont quand même des séries bien, qui sont bien écrites et tout ça. Donc c'est vraiment chelou de le voir cabotiner, pas cabotiner, mais genre rien faire en fait, avoir la flemme d'écrire quoi que ce soit de correct. Donc je sais pas si c'est les directives. Patty Jenkins, elle a fait Monster, elle a aussi fait Wonder Woman 84. C'est des fois t'es dans une grosse machine, et tu peux pas. Enfin, lui, je pense, si ça se trouve, ils l'ont pris pour ça, pour cette image-là. C'est le mec de Mr. Robot. Ouais, je pense que les Borgia, ils s'en foutent complètement. Oui. Mais que t'as le côté conspiration, etc. Mais en fait, voilà, c'est un filtre, quoi. C'est bon, on a pris ce mec-là parce que c'est une série qui se veut comme ça. Mais derrière, t'as absolument pas la latitude pour donner de la substance ou quoi que ce soit. T'as trouvé que c'était joli à regarder, Océane? Non, c'est des questions à peine pas orientées rhétoriquement comme ça. Non, c'est peut-être une des plus moches. Ouais. Parce qu'en plus, je sais pas si ça vous l'a fait, mais c'est très terne. Au-delà du fait que ce soit pas beau, tu vois, machin. Il y a vraiment, tu sais, une tristesse dans l'image. Alors, pour le côté, on veut représenter la Russie un peu désolée avec les centrales. C'est réaliste, tout est gris, c'est réaliste. C'est ça, en fait, c'est ça qui. Ça, y a pas de souci, mais c'est que c'est pas esthétisé du tout. C'est-à-dire, c'est juste des décors tristes
dans le mauvais sens du terme cinématographique. Enfin, oui, complètement. Ok, c'est pas du cinéma, y a pas de souci, mais à l'image, quoi, visuellement parlant, c'est triste. C'est très moche. Ouais. Parce que après, on peut dire ce qu'on veut sur la réal ou l'image de Falcon et Winter Soldier, mais la scène d'ouverture, c'était quand même de la course poursuite. Avec les hélicoptères dans les canyons, ça vous voulait un peu grand spectacle. T'avais Madripoor aussi, où tu sentais une petite recherche un peu esthétique. Tu vois, t'avais des envies. Donc, sans spoiler, tu peux totalement faire un parallèle entre la scène d'attaque d'intro de Falcon et Winter Soldier et une certaine scène d'attaque sur la route. Oui, dans Secret Invasion, et c'est, la comparaison est super triste, quoi. Ouais. Et pourtant, on n'est pas en train de les comparer. Voilà, tu vois, on n'est pas en train de prendre un chef-d'œuvre de cinéma d'action ou quoi. C'était quand même efficace. Mais c'était juste mieux géré. Voilà. C'était efficace dans ce que ça voulait faire et c'était lisible. On comprenait ce qui se passait là où Secret Invasion, en matière de montage. Les champs contre champs, des fois, en fait, il faut qu'ils te mettent un personnage repère, sinon, c'est mal géré. Enfin, et puis c'est pas spectaculaire pour un sou. Ouais. Il y a même. Du coup, j'allais te dire, je me tourne vers toi pour ton avis sans spoiler, mais avant, je voulais quand même préciser que j'ai vu les cheveux de Yérim. Voilà. C'est pas la première fois. C'est vrai, mais je les ai déjà vus, moi. Bah oui. Il y a une sacrée touffe. Voilà. Figure-toi. Alors donc évidemment oui, j'avais pas de, parce que là forcément il y a pas le point Corentinpedia. Mais pour ceux qui auraient aucune idée de ce qu'était Secret Invasion en comics. Donc c'est Brian Bendis à l'écriture. Voilà. C'était donc un de ces types de gros crossover où ça remet en question presque tout le passé en fait de l'historique Marvel. Donc évidemment en trichant et en retconnant certains trucs parce que voilà, t'as pas le choix quand tu veux faire un truc de cette ampleur. Mais l'idée c'est que t'avais le côté paranoïaque qui était exacerbé chez tous les super-héros, tous les personnages en fait. Et il y avait forcément plein d'emprises, plein de tempêtes sous des crânes, etc. Il y avait évidemment des morts qui étaient choquantes, etc. Plein de twists, voire trop. Il y en a aussi qui n'aiment pas cette saga par rapport à ça. Vous dire ouais, non mais là quand même et tout. Mais en gros, c'était ça. Et on sait, voilà, dès l'annonce de la série que ce ne sera pas ça. On n'est pas vraiment. Tu peux trouver que c'est un gâchis d'inspiration de matériaux de comics, mais en fait c'est tellement loin du comics originel qu'il y a plus de comparaison possible. Donc moi je regarde pas la série en me disant ah là ils ont raté ça, parce qu'en fait ça n'a jamais été leur intention dès le départ. Par contre, ce que je peux mais tu vois, par rapport à l'intensité, c'est quand même dans la série New Avengers de Bendis où tu voyais que Spider-Woman était clairement une espionne, une infiltrée, et qu'à un moment où en fait où on découvre en fait que c'est une Skrull, où ça fait quand même un gros choc, il y a une belle choc value. Le twist, et c'est ce genre de shock value, de twist auquel tu te dis bon bah c'est à l'échelle du MCU, de la même façon qu'effectivement que leur civil. Au moins un dans la série. Il y a une tentative pour un, mais il est tellement mal amené, mal mis en scène, parce qu'il y a un personnage principal qui en est un, voilà, mais alors déjà, ils ont la flemme de répondre quand même à la question, parce que c'était ça le problème dans toute la saga, c'était mais attendez, depuis quand, comment, etc. Eux, ils s'en foutent complètement, donc... Ils ne savent même pas, le scénariste, il a dit en interview, je pense que c'est à partir de tel film, on en parlera en partie spoiler, à partir de tel film. Ce que beaucoup mais il a bien dit je pense que. Il a dit je pense. Il a dit qu'il était même pas sûr. Donc voilà, ça. Mais c'est juste pour pas botter en touche en interview. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, en termes de créa, non, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, en termes de créa, ça veut aussi dire que t'es méga bridé, parce que si on te dit, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas savoir avec certitude au moment de ton écriture. Tu peux pas antidater dans ta série. Ouais. Voilà, tu vois. Oui, ça pose des problèmes, parce que forcément, en matière de dialogue que ce fameux personnage a avec un autre personnage, il peut pas y avoir de trucs intenses, par exemple, mais quand t'as fait ça, etc., ou de trucs de trahison pure et dure, parce que t'es dans un flou artistique total. Et évidemment, c'est pas le seul. Donc après, t'as des twists qui n'en sont pas et dont tu te fous royalement quand on te dit, ouais, non, ok, c'est aussi un Skrull, très bien. C'est pas le dire. C'est vraiment la tristesse. Mais en gros, ce qu'on aurait pu attendre, on va dire, de manière, j'allais dire réaliste, mais en fait non, parce qu'on savait dès le départ que ça allait être très paresseux. Mais disons, ce qui aurait été possible de faire à cette échelle de prod, c'est tu peux faire une sorte de mini-série Les Envahisseurs, mais avec des Skrulls. C'est pas ça qu'ils ont fait. Tu peux faire un huis clos façon The Thing, c'est pas ça qu'ils ont fait. Tu peux faire un 24 heures chrono, donc il faut que ça speed, que ce soit intense, c'est pas ça qu'ils ont fait. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses dès lors que
tu as l'idée d'avoir des envahisseurs sans visage, ou plutôt qui peuvent se fondre dans la masse comme ils veulent. Tu peux avoir de l'intensité, tu peux avoir de la paranoïa, tu peux avoir plein de choses. Eux, ils ont dit non, vous savez ce qu'on va faire. T'aurais même pu faire façon The Americans. D'accord, le point de vue d'un Skrull. Tu peux avoir aussi le point de vue d'un Skrull qui en fait est tellement infiltré, enfin c'est The Americans ce que je veux dire. Ouais. Infiltré depuis tellement longtemps que il a des gros dilemmes. Mais sachant que Marvel l'a fait en comics, ils ont fait une mini-série qui s'appelle Meet the Skrulls, qui est sortie qui était sortie pour accompagner le premier film Captain Marvel, où vraiment on suit la famille de Skrulls alors qu'ils sont infiltrés parce qu'ils ont un plan pour récupérer une arme qui pourrait tous les tuer, tout ça, et il y a un côté assez dramatique dedans. Mais t'aurais très bien pu le faire même en mode un peu léger, de juste dire. Et bien sûr. C'est il y a John Skrull. Les Skrulls qui essaient de s'intégrer entre guillemets à une population. Oh, ça aurait pu faire un super propos sur l'intégration des. Mais des le réfugiés. pire, c'est qu'alors évidemment, ils esquissent certains propos, notamment quand t'es du coup donc non seulement pas chez toi, mais en plus que tu t'estimes trahi, etc. Mais alors c'est incarné par un méchant où à un moment t'as l'illusion que ça pourrait devenir un peu juste parce que t'as un flashback de lui enfant. Donc dis peut-être les flashbacks vont continuer, tu vas voir le moment de bascule. Non, t'auras rien. Juste tu le prends à la fin de son cheminement. Je suis méchant et je suis en plus le méchant terroriste caricatural qui tue ses propres hommes de main. C'est nul. Enfin le mec. Et pareil, l'acteur est bon parce que en tout cas je l'ai vu. En plus, je l'ai vu en série. Je l'ai découvert en série, ce mec-là. C'était dans High Fidelity avec Zoe Kravitz. Ah bah alors, c'est marrant que ce soit High Fidelity parce qu'en fait, il est dans un épisode d'une série qui, malheureusement, le nom m'échappe. Je la retrouverai. Il joue c'est une sorte de série d'anticipation. Pour l'instant, il y a une seule saison. Soulmates avec Sarah Snook. Soulmates. Et il est avec Sarah Snook. Et le couple fonctionne de fou. Et les deux, donc Sarah Snook, on sait qu'elle joue très bien depuis Succession. Mais lui, en fait, est très bon aussi. Et donc voilà, c'est pas si on peut parler de vraie cinéphilie, il est dans Barbie et il est incroyablement drôle dedans. Voilà. Il a joué Barack Obama dans un film. Dans quoi? Il raconte sa relation avec Michelle Obama. Ah, dans l'espèce de biopic sur la romance. D'accord, je savais pas que c'était lui. Ok. Voilà. Ça c'est de la vraie cinéphilie. Il va jouer Bob Marley. Et je sais par contre que c'est lui le Bob Marley du futur biopic. Et donc j'ai commencé par lui parce que c'est le moins connu. Donc lui, on pourrait se dire, de toute façon, c'est peut-être un mec qui sait pas jouer subtilement. Et donc, c'est pour ça que son méchant est comme ça. Non, c'est qu'en fait, il est écrit et dirigé comme ça. Et c'est le premier d'une longue liste de gâchis de casting parce que Ben Mendelsohn est presque trop bon pour les scènes qu'on lui fait jouer. Olivia Colman, pareil. C'est-à-dire, c'est des gens, ils arrivent, en fait, ils bouffent une scène et la scène ne sert à rien. Et ensuite, on a... Emilia Clarke. Bon, Emilia Clarke, c'est juste le personnage n'est pas écrit, quoi, tu vois. Donc là, tu peux même pas juger en vrai. Et Samuel Jackson, j'ai quand même un problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas le même Nick Fury que dans tous les films qui ont précédé, parce que le Nick Fury, il a un côté un peu relou. Et oui, je vais la faire à chaque fois. Mais c'est-à-dire, il a un côté dans l'attitude un peu quand même paramilitaire relou dans tous les films. Même si des fois, oui, notamment avec Spider-Man, il y a un côté duo comique un peu involontaire, mais tu ne ris pas avec lui, tu ris des situations dans lesquelles il se trouve malgré lui. Là, ça devient un peu plus Samuel L. Jackson. Ça devient... Bon, bah, c'est quand même le mec qui voit, comme tu dis, tu vois, le mec des motherfuckers, le mec qui a le côté je suis une icône de la pop culture et je le sais. Parce que, enfin, tu vois, il y a quand même un moment où c'est limite Nick Fury qui enfilerait un costume de super-héros, sauf qu'il se remet son bandeau et son impair en cuir. Et tu sais... Et le truc, c'est qu'il le joue très, très méta, genre... Je suis Nick Fury, je suis de retour. Il y a le côté, il parle à, par exemple, un autre personnage Renoir, avec le côté, machin. Et tu fais, mais Nick Fury a jamais parlé. Enfin, qu'est-ce que... Et donc tu dis, ok, il y a eu du relâchement clairement dans l'écriture. Effectivement, le fait qu'il soit à la prod, peut-être qu'aussi lui, ça le saoule maintenant, tout ça. Il fait écouter, on est d'accord, tout le monde s'en fout de cette série, donc laissez-moi faire ce que je veux. Et que au-dessus de lui, t'as pas vraiment un showrunner qui est suffisamment autoritaire, enfin qui a l'autorité plutôt suffisante pour lui dire non, c'est un peu incohérent et ça désamorce quand même beaucoup de situations où t'es censé être en danger extrême. Là, non, enfin on le ressent pas quoi. Le mec, il est vraiment très cool de A jusqu'à Z. Il est sûr de lui de A jusqu'à Z. Il n'a aucun moment de doute ou de panique. Ce qui fait que t'as une espèce de feinte à la fin où tu sais très bien que ça ne peut pas, voilà. Et donc voilà, donc t'as ça en termes de cast, t'as ça en termes de gâchis de comics d'origine, et pour moi après, bon, on va passer sur leur idée de génie de confier à une IA
leur générique de début, donc qui est évidemment très moche et qui ne veut pas dire grand chose et machin. Et puis alors en plus, le pire c'est qu'à chaque fois ils font monter au créneau le showrunner. Donc là c'est le showrunner qui s'est retrouvé à justifier le choix de l'IA avec des arguments complètement ouais, c'est pour la thématique de la série. Voilà, c'est pas ce qui est vrai, c'est pas ce qui est faux. Enfin, tu vois la gueule du générique, tu sais très bien que c'est faux. Je suis désolée. Ouais, c'est ça. Tu vois même pas comment tu peux te poser la question, est-ce que des gens seraient capables de faire un truc aussi moche? Peut-être que le public américain cible de Disney+, il est très très non mais là pour moi on est vraiment sur le pauvre gars qui vient faire du damage. C'est le premier générique que je skippais à chaque fois. Je ne l'ai jamais vu en entier. Quand on a vu le pilote avec Corentin, j'ai cliqué direct sur passer générique. Je refuse de voir les trucs comme ça en IA. C'est la première fois que je le fais parce que même sur tous les autres génériques de Marvel, qu'ils soient bien ou pas, je l'essaie quand même. C'est en plus. T'entends Disney. Même Moon Knight, je l'essaie. C'est surtout que, enfin voilà, ça commence à s'inscrire presque dans une tradition de mecs qui sont obligés de venir faire du SAV pour clients mécontents parce qu'au final. Le mec de Ant-Man 3 qui se retrouve à dire que MODOK s'était fait exprès, que c'était un parti pris et qu'il en était content. Tu dis, mais mec, c'est bon, c'est pareil. Le mec de Flash qui se retrouve à t'expliquer qu'en fait, les passages en CGI dégueu, c'est un parti pris, ces trucs, c'est parce qu'en fait, c'est pas vraiment la réalité. Ta gueule, tu sais, c'est moche, c'est raté. Et là, c'est pareil, c'est pas une intention, c'est juste dégueu. Et c'est pour faire des économies. Et en parlant de ça, donc cette série a coûté 212 millions de dollars. ou en gros 211,6 ou je ne sais quoi. Donc on va maintenant jouer, en fait c'est une nouvelle chronique dans ce podcast, c'est où qui sont passés les sous-sous. Parce que voilà, donc c'est sorti en plus, pareil, timing pas ouf, parce que c'est sorti après le dernier épisode ou entre l'avant-dernier ou le dernier. Oui, c'est ça, et je crois que c'était entre le 4e et le 5e. Voilà. T'as tout le monde sur Twitter qui se dit mais où est-ce qu'il est cet argent? Est-ce que cette série est une façon de blanchir de l'argent pour Disney? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un mec qui avait fait un mauvais truc, un mauvais placement avec des NFT ou je ne sais quoi. Mais sinon, ouais, non, quand on te dit ça, tu regardes la série, t'es vraiment comme le sénateur je sais pas quoi en face de Chiapas. Tu dis, mais attendez, où est passé cet argent? Est-ce que vous l'avez distribué à vos amis? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, ok, je comprends l'excuse. Ouais, c'est le casting qui a bouffé le plus gros du truc. En vrai de vrai, je crois que Downey Jr. pour Endgame, il était sur du 50 millions, un truc comme ça. Oui, mais ça... Mais c'est Downey Jr. sur Endgame, hein, c'est vraiment ça. Là, on a donc, même en les fusionnant, on a donc, dans les gros noms, entre guillemets, Emilia Clarke parce que Game of Thrones, Samuel Jackson parce que Samuel Jackson plus ancienneté, donc ça veut dire que lui, il a 15 ans dans les bottes, donc c'est normal. C'est lui à la renégoce. Il est forcément au top. Et Don Cheadle, je veux bien croire que pareil, renégociation, il est au top à chaque fois. Ok. Ben Mendelsohn, pourquoi pas, mais c'est toujours pas un gros salaire. Coleman non plus. C'est Kingsley Coleman, c'est ça? Non, Olivia Colman, pardon, Olivia et Kingsley Colman, pour ouais. Gravik. Ouais, et Kingsley Ben-Adir. Kingsley Ben-Adir, pardon. Donc, alors, faut préciser, Benjamin Freeman, c'est 6 minutes d'intro à tout péter. Martin Freeman. Oh là, va pas de deuxième verre pour toi, hein. Non. Martin Freeman, c'est l'intro et bah, pas grand chose de plus. Ouais. Olivia Colman, je dirais qu'on est sur du 10-12 minutes. Oui. Et Ben Mendelsohn n'est... Alors, tout ce que je dis, c'est la cote à Hollywood de ces acteurs-actrices et pas du tout leur talent. Hein. Oui. Mais en gros, Ben Mendelsohn, qui est un excellent acteur, n'est malheureusement pas en mesure d'exiger un super gros cachet. Non. Même sur Star Wars, je pense qu'il a pas touché le BZF. Ouais, vraiment. Et je pense que ça devait être pareil pour son Captain Marvel et tout. Oui. Donc, même en additionnant ces 5 noms-là, pour moi, tu n'arrives pas à... En tout cas, c'est sûr que tu n'arrives pas à 100 millions de dollars. Et j'ai fait exprès d'être extrêmement large dans mon appréciation. Ça veut dire quand même qu'on est sur du 162 millions de dollars, assez inexplicable quand tu vois la gueule de la série. Du 30 millions par épisode, en gros. Hein. Voilà, 30 millions par épisode quand ça a cette gueule-là, en sachant que c'est quand même toujours Disney Marvel, c'est quand même les rois du fond vert, même pour des scènes très normales en extérieur. Surtout que là, c'est quand même beaucoup d'intérieur d'usine ou d'un intérieur un peu luxueux d'une maison ou d'un hôtel. Enfin, les extérieurs, c'est une autoroute, pas cassé la tête, hein. Une autoroute, une place publique. Là, ok, un beaucoup hôpital. de figurants. Hôpital, pour moi, c'est des couloirs. Hein. Tu vois même pas le truc. Enfin, tu vois ça vaguement. De machin, mais oui. Ils ont peut-être vaguement construit les extérieurs du camp de réfugiés. C'est peut-être ça le plus ambitieux. Skrullos. Ouais. Déjà le nom, Skrullos, je trouve ça abominablement nul, quoi. C'est trop nul. Non, vraiment, là, il y a un mystère.
en plus, c'est sorti, alors, et c'est vrai d'ailleurs, c'est étrange, parce que d'habitude, ça sortait beaucoup plus tard que ça, voire ça ne sortait pas, que apparemment, c'est aussi le plus gros flop, alors pas de tout Disney+, mais des séries Marvel de Disney+, ou alors... Marvel avait pas fait beaucoup non plus. Et She-Hulk non plus. Ouais, mais le truc, c'est qu'il le caractérise encore pire. Donc là, en fait, ce qui est sorti, c'est que le dernier épisode de Secret Invasion, c'est celui qui était le moins bien noté de toute l'histoire. Ah oui, il a genre 1 ou 2 sur IMDb, je crois. Ouais. Donc là, vraiment, on est sur une perte pure. Et pour moi, ça devait se voir au script. C'est pas possible. Quand tu vois bien que ton truc, il est pas assez ambitieux pour ce que tu vends, quoi, tu vois. La série, elle a quand même commencé son tournage en 2021, il y a 1 an et demi. Ouais. Quasiment 2 ans. Ouais, donc en plus, je me demande s'il n'y a pas eu qu'ils auraient enlevé des trucs. Pour moi, ça me semble évident parce que je pense vraiment qu'il y a dû avoir des soucis au montage ou au scénar. Parce que, pour moi, c'est pas possible que ce soit ça. Il y a des acteurs qui étaient annoncés, au final, ils sont même pas dedans. Et je parle même pas de Chloé Bennett, parce que il y a beaucoup de rumeurs qui disaient qu'elle revenait. Elle dit non, je ne reviens pas. Et non, elle était pas là. Voilà, à un moment donné, voilà. Mais rien qu'en voyant Wikipédia, tu vois qu'il y a des acteurs annoncés à l'époque qui sont pas dans la série du tout. Ah ouais. Genre Carmen Ejogo, très bonne actrice, elle apparaît pas. Donc soit elle a été remplacée pour un autre rôle ou je sais pas. Mais je pense qu'il y a dû y avoir des coupes sèches parce que même la durée de 1 demi-heure par épisode, sauf le pilote qui fait à peu près 1 heure. Oui, j'avoue, c'est vrai que le rythme. Je pense qu'il y a eu des grosses coupes, il y a dû y avoir des arcs entiers qui ont dû disparaître. Honnêtement, en tout cas, ce serait une explication qui serait logique, parce que sinon, là, dans l'état, c'est vraiment un mystère. Tu peux pas te dire, on a claqué autant de thunes. Ah oui, je précise, s'il y avait des doutes, les presque 212 millions, c'est hors budget promo. C'est juste le budget de la série, de la conception, production, réalisation de la série. C'est tout. Donc vraiment, ouais, effectivement, ça pourrait grave être une piste. Et à ce moment-là, à la limite, ce serait 100 fois plus compréhensible, parce que tu te dis, ça excuse pas, mais ça expliquerait grandement aussi la gueule finale de ce truc. Si ça s'est fait charcuter à ce point, qu'il y a carrément des arcs entiers, des personnages qui disparaissent. Là, tu dis oui, ça correspond, parce que là, ça explique beaucoup de trucs où tu dis, mais au final, par exemple, concrètement, le perso d'Olivia Colman, sans rentrer dans les détails, c'est super triste parce qu'elle joue très bien et elle bouffe ses scènes et tout. Mais en fait, tu peux l'enlever. C'est un doublon de Julia Louis-Dreyfus dans le type tu peux l'enlever, de 50 balais, qui a un humour un peu pince sans rire. C'est littéralement un double de... Tu les mets les deux dans la même pièce, ça va être le même de Spider-Man, il se pointe du doigt. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est parce que c'est une... Oui. Pardon, j'arrête. Non, puis pareil, plein de gens s'étaient dit... vu la scène de fin, vraiment toute fin de justement Falcon et Winter Soldier, que peut-être avec le sourire en fait je suis méchante de la petite nièce Carter, oui, quand elle dit maintenant on a accès aux armes, nanana, il y avait le côté ça pourrait être assez évident. Je me souviens de cette théorie, ouais. Parce que sinon tu dis... Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi? Et bon, après, je veux bien... parce que, donc si c'est pas ça, bon, ok. Ça se trouve, ça va être ça, mais ça sera juste pas exploité. C'est juste... Non, mais en fait, j'ai trouvé ma vraie vocation. C'est bel et bien le trafic d'armes. Donc en fait, non, je suis quand même méchante. Mais voilà, bon, pourquoi pas. Mais donc il y a ça. Et après, pour les thématiques qui sont esquissées, du coup, mais c'est sur une virgule de dialogue. C'est pareil, t'as quand même le côté... Si t'es une race extraterrestre, pas chez toi, en infiltration, t'as le côté, t'es sur ton identité, sur est-ce que tu te perds pas à un moment. Et en fait, ça tient vraiment en un échange de répliques, mais qui disparaît, qui est coupé, je veux dire verbalement, c'est-à-dire que t'as deux femmes Skrull qui parlent entre elles, une étant en couple avec un humain, et donc l'autre lui dit, ouais, mais genre, est-ce qu'il t'aime pour ta vraie apparence ou pour cette apparence-là? Et donc, l'autre est effectivement une belle femme et tout. Et en plus, t'as des flashbacks de rencontres où c'est une très belle femme jeune. Je pense qu'on peut dire qui c'est, non? On passe en spoiler de toute façon. Donc voilà. Donc c'est Priscilla, parce que la surprise de la série, qui effectivement ne va pas du tout avec ce qu'on t'a dit du personnage dans tous les films, c'est que Nick Fury, en fait, est marié depuis 20-30 ans au moins. Ouais, depuis bon petit 25 ans minimum. Il y a sa petite zoulette qui l'attend à la maison. Avec une Skrull
sur laquelle il a flashé uniquement parce qu'en fait, elle s'est transformée en top modèle Renoir des années 80. Et du coup, il s'est dit, oh, ce serait pas ouais, allez, pourquoi pas. Et donc, ils se sont mariés. Il en a évidemment parlé à personne et tout. Il sait pas que c'est une Skrull. Si. Dès le flashback, ils sont en mission. Ah oui, c'est et ils se disent, ouais, mais ce serait pas pro de faire ça et tout. Et oui, parce que du coup, faut comprendre qu'après Captain Marvel, Nick Fury est devenu un peu l'agent de liaison des Skrulls. Après, il la questionne. Ah non, ils sont en fait vraiment, ils se connaissent. Mais attends, c'est quand qu'elle lui dit qu'elle a pris l'apparence de cette nana parce qu'elle était en phase terminale? C'est quand ils sont vieux, entre guillemets. Ah oui, voilà. Ouais. Et en gros... Après, ça doit être sympa avec une Skrull, tu peux te faire des roleplays incroyables, quoi. Ben, moi, en fait, c'est ça que je me suis dit, parce que, voilà, pour skipper cette espèce de question épineuse, mais du coup, en fait, enfin, tu la kiffes pour un truc qu'elle n'est pas. Bah, ils se font un bisou en Skrull. Ils se font un bisou final avec elle sous sa vraie apparence de Skrull. Et donc, là, tu peux te mettre dans la tête de Nick Fury. Le mec, il dit, allez, Nick, ça va, juste tu la galoches une seule fois en forme reptilienne dégueulasse. Et après, ça repart comme avant. Tu lui demandes de se métamorphoser dans tous les top modèles que tu lui montres. Et t'es OP, tu vois. Mais c'est la seule réponse qu'ils ont à ce truc-là. Et donc, t'es censé croire qu'évidemment, après, elle va rester en Skrull tout le temps. Mais en fait, quand elle est questionnée sur ça, c'est Gaïa, qui est donc Emilia Clarke, qui lui dit, parce que Gaïa vient quand même de la résistance Skrull, donc qui sont un peu plus radicaux, même si elle n'a pas les méthodes ne valide pas les méthodes de Gravik. Mais donc elle a cette défiance vis-à-vis des humains. Elle dit non mais en gros, ouais, tu dis que vous vous aimez, mais enfin regarde-toi, t'es jamais sous ton vrai visage. Donc en fait peut-être il t'aime pas et tout. Et là en fait la réponse de Priscilla, c'est juste ta gueule. Tu parles de ce que tu connais pas. Donc tu fais bon ok, vous allez pas spécialement aller plus loin sur cette question-là. Ah, doit te dire il y a que Dieu qui peut me juger quoi. Non mais donc enfin si tu veux ça aurait pu être un vrai dialogue et elle aurait pu lui faire une bête de réponse. Non, les mecs ont eu la flemme d'écrire ça et ça finit sur ouais mais finalement je t'aime pour ton vrai toi. Mais ce sera pas approfondi non plus parce que c'est la scène de fin. Donc ils partent dans la lumière dans un vaisseau spatial et t'es censé te dire que même si pendant toutes ces années Nick Fury lui a jamais une seule fois dit mais retransforme-toi, c'est bon, je t'aime pour ce que t'es. Juste là, genre en fait, il sort grandi de cette aventure et il dit finalement et tout machin. Donc voilà, ce truc n'est pas esquissé. Mais même puis pareil, elle aurait pu lui dire ferme ta gueule Gaïa, regarde, tu ressembles à un top modèle toi-même. Et là en fait, tu retombes sur c'est quoi une série MCU. Ils peuvent pas se permettre de caster des tons, ni en acteur, ni en actrice. Donc, tous les Skrulls, quand ils se transforment, sont des giga BG ou des supra-athlètes. Et absolument personne va questionner le fait que oui, t'as le côté triche, t'as le côté cheat code, que ouais, on se transforme en humain, mais on se transforme en humain plus, parce qu'on n'a pas non plus que ça à foutre de pas se faire calculer, sauf si on remplace des dirigeants. Voilà, c'est tout. Ce ne sera pas abordé quoi qu'il arrive. Mais même Priscilla, c'est un peu un double de Talos parce que c'est le deuxième. Talos et Priscilla, c'est les plus proches de Nick Fury et les deux sont des Skrulls qui ont une apparence humaine. Et en plus, donc même il faut avoir le dialogue. Tu te débarrasses de Talos, mais en fait pour installer sa femme, quoi. C'est vraiment une absence totale d'inventivité. Puis il faut avoir le dialogue de Talos, enfin avec Talos, mais alors là, c'est pas pour parce qu'évidemment, Talos n'étant pas une femme, il n'y a pas tout ce questionnement sur l'apparence. Donc effectivement, Talos est vieux et ce n'est pas un problème. Mais il y a la considération et la reconnaissance des Skrulls par Nick Fury qui du coup les utilise en fait pour les bases œuvres du Shield depuis toutes ces années. Parce qu'en fait, voilà, si on est du coup dans la partie spoiler, pour situer c'est quoi le fond de l'intrigue de la série, c'est que suite à Captain Marvel, donc on a des Skrulls réfugiés. Nick Fury est censé, enfin en tout cas leur a promis de leur trouver une planète pour les héberger. Nick Fury étant une quiche n'a trouvé aucune planète. Les Skrulls étant des quiches n'ont trouvé aucune planète. Et donc du coup, perdu pour perdu, Nick Fury dit vous savez quoi ? Donc vous êtes quoi, 1 million, 1,5 million ? Venez tous sur Terre, mais cachez-vous. Et vous allez pas être officiel, vous allez être des clandos. Et vous allez bosser pour Asgard, il fait peur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Puis même quand t'as les Gardiens de la Galaxie, tu fais attendez, vous avez pas trouvé une seule putain de planète. Mais là, tu dis, ça aurait été marrant d'avoir la réaction des Skrulls par rapport à New Asgard, en mode. Après, c'est pareil, Gravik aurait pu au moins avoir une ligne de dialogue en disant ouais, les Asgardiens machin.
eux, ils sont pépères. Non, Gravik est juste méchant parce qu'il est méchant, voilà, quoi. Donc, il y aura pas d'autre truc. C'est quand même Gravik. Et donc, en gros, l'idée, c'est que par contre, Nick Fury étant justement le Nick Fury des films et non celui qu'on voit là, était quand même un peu retors et un peu vicelard. Il y avait ce truc de pragmatisme absolu de dire, les Skrulls sont quand même des métamorphes. C'est les espions idéaux. Ah, quand c'est un adjectif. Idéaux. Les espions idéaux. Ouais, c'est pas... Allez. Ouais, je dirais les espions idéaux. Et donc, je vais les utiliser. Évidemment, alors ça, c'est dit en dialogue, hein. Tu n'auras même aucun effort de faire du flashback, qui aurait nécessité juste de récupérer des rushs d'anciens films pour te dire, en fait, les Skrulls étaient toujours là. Non, ça, ils veulent pas te le montrer. Donc, on est sur du niveau Kang Ant-Man 3 qui dit, j'ai déjà tué les Avengers 10 fois, et vous allez me croire sur parole parce que je vous dirai rien de plus et je vous montrerai pas. Là, c'est ça. C'est donc, oui, les Skrulls ont toujours été là. Oui, depuis les années 80, tout à fait. On se dit, d'accord, très bien. Et donc, le problème, c'est qu'il bosse pour lui. Et sa promesse n'est pas tenue. Donc, ils sont toujours en train de se cacher sur Terre. Et donc, t'as une faction de Skrulls qui en peut plus et qui dit, en fait, les humains nous ont trahis. En plus, nous, on estime qu'on participe à les protéger puisqu'on fait des missions du Shield. Ça suffit. On a été surentraînés. On sait se battre. On connaît l'infiltration, machin. On va prendre le contrôle de la Terre pour que ça devienne une nation Skrull et tout machin. Le plan lui-même est complètement bancal, évidemment, parce que même si tu dis vous êtes 1,5 million, qu'est-ce qui va se passer en termes de rapport de force? Parce qu'en plus, la seule opposition logique que certains Skrulls ont, et que c'est qui d'ailleurs? C'est Ben Mendelsohn face à Gravik. C'est fais gaffe, dans l'adversité, ils se révèlent forts et puis ils ont des super-héros. Mais même sans ça, bah oui. Je veux dire, ils sont 6 milliards versus 1 million. Enfin, à un moment, tu vas faire quoi? Et le plan génial de Gravik, c'est évidemment parce que quitte à récupérer des éléments de comics pour en faire juste des chausse-pieds de scénario, et on récupère l'idée d'avoir des super Skrulls. Et donc, c'est Feige qui disait, apparemment, il voulait un super Skrull dans Secret Invasion. Voilà. Donc, voilà. Là, il y a un des scénaristes qui disait, on nous a dit de pas lire le comics pour Secret Invasion. Par contre, on reprend le Super Skrull. Ouais. Mais vraiment, enfin, oui. Ouais, c'est vraiment la tristesse du truc. Pour ceux qui voient pas du tout, en gros, le Super Skrull, donc c'est les premiers ennemis des Skrulls sont les 4 Fantastiques historiquement dans les comics Marvel, il me semble. Et donc ils se font exploser. Et parce qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir des humains avec des pouvoirs. Donc ils reviennent en ayant copié les pouvoirs des 4 Fantastiques. Et donc c'est ça le Super Skrull originellement. C'est un mec qui a les pouvoirs des 4. Et après, pendant les Secret Invasion et tout ce qui suit, c'est que ils appliquent cette technologie où eux, ils peuvent dupliquer des pouvoirs et donc tu te retrouves. Alors je crois que après ça devenait stupide, c'est-à-dire t'as un Super Skrull cheaté qui a pris les pouvoirs des Illuminati des comics. Donc le mec, il est à la fois Namor, Charles Xavier, Doctor Strange. Parce que les Illuminati, ils vont se rendre pour une petite visite et ils se font kidnapper et je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc puis même t'as des trucs où prélever le sang ne sert à rien. Par exemple, t'as le sang de Tony Stark, en fait, oui, ok, ça ne sert à rien. L'ADN dans la Secret Invasion. Voilà, donc t'as des trucs et en plus, ils font la même connerie parce que quand ils te font défiler les ADN, t'as des ADN qui servent à rien. Genre, je crois, il a intégré Rocket Raccoon dans le truc. Et c'est pour ça que dans la bande-annonce, vous voyez une sorte de bras branche et je m'étais dit, mais pourquoi il a le bras de Groot? Il a complètement, à la limite, Groot, tu peux te dire, ok, il peut faire ça. Par contre, t'as vraiment des blazes que tu vois et c'était pas super utile non plus, tu vois. Mais bon, ok, ils ont repris cette connerie, machin. Et donc, oui, la réponse de Gravik alors, ce sera pas évoqué le fait qu'il y a quand même 6 milliards d'êtres humains et que c'est légèrement compliqué, machin. C'est peut-être sous-entendu que vu que les Skrulls supportent la radioactivité, ils peuvent très bien faire une planète entière que pour eux avec les radiations, machin. Mais sa vraie réponse à lui, c'est je m'en fous. Car on va dupliquer les pouvoirs, sauf que là ça entre en collision avec la mauvaise caractérisation du personnage, puisque Gravik étant un méchant trop caricatural, il n'applique pas cette duplication de pouvoir à ses hommes, mais uniquement à lui-même. Et quand on lui fait des réflexions qu'il n'aime pas, il tue ses hommes de main. Donc tu dis, mais c'est-à-dire c'est quoi son plan en fait? C'est de prendre tous les super-héros potentiels tout seul,
avec potentiellement une armée de Skrulls sans pouvoir derrière lui. Enfin, c'est très étrange et c'est voué à l'échec. Là, on est au niveau Mysterio du plan de merde. C'est-à-dire, tu dis, ouais, donc tu remplacerais les super-héros, machin. Mais si t'as une vraie menace, il se passe quoi? Tu vas leur projeter des hologrammes? Quel est ton plan et tout? Et tu disais, ok, Mysterio, il est peut-être débile parce qu'on te dit que c'est un mec qui a des troubles, pareil, une virgule de dialogue. Gravik est censé être un stratège de fou furieux et il pense pas à ça. Genre, c'est un débile profond à tous les niveaux. Et donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire de Secret Invasion. C'est contre ça qu'ils se battent. Et le truc qui est censé être un twist, c'est que Don Cheadle, c'est que Rhodes, alias War Machine, qui n'utilise pas une seule putain de seconde son costume, son armure dans cette série, parce que tu dis, quitte à le remplacer, c'est pas juste pour chuchoter à l'oreille du président, c'est peut-être aussi pour prendre contrôle de la technologie Stark. Non, c'est pour faire un méchant de 24 heures chrono sous-exploité, en fait, qui est le traître interne et qui est le mauvais conseiller du président. Et en plus, tu devines ça, mais directement à sa première scène, parce que la manière dont il parle aux gens, le plan qu'il veut faire, tu te dis, parce que bon, même si Rhodes, il a jamais eu de film à lui, tu connais un peu son caractère quand même. Tu le connais depuis, on va dire Iron Man 2 pour Don Cheadle. Ah bah là, clairement, il a une note d'intention. Bon, ok, c'est un Skrull, voilà. Mais ça, clairement, tu sens qu'on a dit à Don Cheadle, là, faut que tu sois désagréable, mec. Ouais. Faut que tu sois très froid et désagréable. Et le pire, c'est que du coup, mais comment tu peux être déçu qu'un personnage qui soit froid et désagréable soit un méchant? Alors que s'il l'avait joué beaucoup plus sympa, compréhensif et tout, avec Nick Fury et tout, t'aurais peut-être t'aurais une vraie scène de trahison. T'aurais peut-être été un peu en mode, fais chier et tout. Et là, même pas, parce que t'es en mode, ok, tu comprends mieux pourquoi il est froid et désagréable et c'est tout. Mais t'as une vraie scène de trahison. Faut préciser, voilà, c'est nul à un tel point que même le niveau Men in Black des extraterrestres fondus dans la population, ils ne le font pas. Ouais. Il y a même pas ça. Il y a même pas ce niveau. Là, en gros, ils ont pris un truc qui est quand même c'est un buffet à volonté pour les gens qui par exemple se branlent sur le côté théorie complotiste ou même esthétique complotiste. C'est ce que j'attendais un juillet de la série en me disant est-ce que je vais m'amuser chaque semaine à savoir qu'il y a un Skrull ou pas. Je me disais à défaut que ce soit bien, au moins ça peut être un petit peu l'aspect côté en fait tel boss de médias, tel président de tel pays, en fait t'as une scène de coup de fil en fin d'épisode et machin. Non, les mecs, ils se donnent pas la peine de faire ça. C'est beaucoup trop c'est super recentré. Les mecs, ils avaient clairement Illuminati reptilien, le TV show, et ils ont dit, nous, ce qu'on préfère, c'est Derrick avec un combat à la Marvel à la fin. Et la série, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est censé être danger imminent, guerre mondiale, urgence, etc. Tu ne ressens pas ça du tout. Tu ne ressens pas ça. Aucune imagination, aucun effort pour pareil, alors, si on va dans le détail du plan des Skrulls, on va raviver la guerre froide. Et les mecs disent, non mais là, excusez-moi les gars, la guerre froide c'est quand même fini depuis 50 ans. Enfin, vous le savez, de la guerre froide qui n'existe plus aujourd'hui. Non mais bon, quand même, il y a des blocs, la Russie, les States, c'est quand même, ils sont quand même un peu en froid et tout. Oui, mais du coup, ils ont quand même 10 000 protocoles avant que ça escalade à ce stade. Ouais. Là, non, là, t'es dans X-Men First Class. Ouais. Il faut qu'il y ait un sous-marin qui envoie un missile et c'est bon, ça part. Ouais. C'est donc, ok. Donc même ça, vous avez même pas fait d'effort pour faire des petits trucs avec, je sais pas, des pays satellites ou autre chose. Je trouve que tu ressens plus ça quand Gravik est buté. Il y a une toute petite scène à la fin du final que moi j'aime bien, c'est quand sur les retombées. C'est quand t'entends le président. C'est le truc le plus intelligent de la série. Quand le président des États-Unis il dit il y a les Skrulls parmi nous, on va vous traquer, et que tu vois des gens qui ne sont pas des Skrulls se faire buter comme la première ministre, et j'étais en mode mais ça aurait dû être toute la série voir justement les dirigeants dont tu ne sais pas et qui sont butés alors que ce sont des humains. Parce que c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que tu dis est-ce que c'est un Skrull, mais quand tu réalises que la personne est humaine, pour moi c'est là le choc, parce que quand tu vois la première ministre tomber, c'est pas un Skrull, le mec est fou, il a vraiment tué une humaine. Mais c'est trop intéressant. Mais c'est ça, c'est sans aucune conséquence. Mais alors, la façon, je pense qu'ils se ménagent. Je sais même pas s'ils vont reparler de tous les gens. Je pense qu'ils se ménagent une porte ouverte. Franchement, la façon dont la politique
est abordé. Et géré dans le MCU, je suis d'accord. Et particulièrement dans Secret Invasion, genre, tu sais, le conseil des, bon, bah, ce sera toi le nouveau chef. Tu sais, vraiment, toutes les discussions entre le président et Don Cheadle qui sont vraiment genre, ouais, si c'est les Russes, faut les bombarder. Ouais, non, mais alors ça, putain, la simplification du truc, c'est terrible. T'as un président des États-Unis dans un lit d'hôpital. Oh là là. Avec une sécurité rapprochée lamentable. Mais vraiment, enfin, même si t'as pas d'argent, au moins. T'as deux gardes des figurants. Qui font rien. Tu détestes les figurants, tu veux pas les payer. Je sais pas, mets des robots, démerde-toi. Encore une fois, on est dans le monde du MCU. Il y a toujours des mecs en costard avec des Beretta. C'est-à-dire que vraiment, excusez-moi quand même, il vous est arrivé plusieurs fois des attaques, y compris venues de l'intérieur avec Iron Man 3. Peut-être vous pourriez avoir des drones, enfin je sais pas, des trucs. Non, là c'est les mecs qui se sont dit, non, si on fait ça, on reprend toute l'esthétique d'une série, pour moi, à bas budget, des années, mais je pense que Arrow, il y a plus de budget à l'image dans certains épisodes. Il y a des meilleures cascades et des meilleures scènes d'action dans Arrow. Hein. Ouais. C'est pour le coup, c'est pas pour réhabiliter complètement Arrow non plus, mais Steven Amell. Ah oui, Steven, est-ce qu'on est d'accord que c'est le seul gars qui a dit ouais, je suis contre la grève? Non, c'est pas le seul. Ah non, bah il y a Zachary Levi aussi. Bah en fait Zachary Levi, il a posté un truc au début du mois de juillet pour soutenir la grève, mais on ne sait pas si ses commentaires c'est de la blague ou s'il est sérieux. Il y a un gros doute. C'est peut-être un mec genre c'est comme Taika Waititi qui avait fait des commentaires un peu ironiques alors qu'en fait le mec était à 100% derrière la grève des scénaristes. D'accord. Voilà. Alors que Stephen Amell lui c'était vraiment une fois. Après il est aussi revenu dessus pour il a dit j'aurais préféré que ça sorte pas du cercle machin, mais il a quand même dit dans une interview. Il a dit dans une convention avec le mec qui joue Deagle à côté de lui. Donc du coup t'as quand même 200 personnes devant toi. Oui. Minimum, donc oui. Après, j'ai pas la quote totale, peut-être qu'il est. Il faut se rappeler que c'est la même personne qui a dit je veux bien jouer dans les Tortues Ninja 2, produit par Michael Bay, donc c'est pas forcément une lumière. Ah, mais ça, de toute façon, non. Ouais. Ça a jamais été une lumière. Juste, on sait que peut-être qu'il aime le hockey, il aime le masque de Jason de Vendredi 13, mais c'est tout. C'est ça. Je dis ça parce que je n'ai plus le nom de ce personnage. Casey Jones, voilà. Mais donc, ouais, non, pour revenir au truc, je sais, voilà, pour moi, ouais, c'est du gâchis en plus parce que j'arriverai pas forcément immédiatement à la classer, mais disons que même pour des trucs où pour moi il y avait beaucoup de maladresse et quand même pas mal de pas forcément de paresse, mais en tout cas des contraintes tellement lourdes que le potentiel initial d'une série se fait complètement ratatiner. Pour moi, She-Hulk, c'est ça. C'est un truc où t'as un truc qui aurait pu exister. Et épisode après épisode, tu sens qu'en fait, ils veulent aller à un endroit et on ne les laisse pas y aller, Là, c'est pas ça. Il y a même pas d'endroit où aller dès le départ. Là, dès le départ, tu sens qu'en fait, potentiellement, le mec de Mr. Robot avait peut-être un fantasme de série très paranoïaque, très conspi et tout, et qu'on lui a dit, non, mec, t'as pas compris où t'as mis les pieds. En fait, Derrick, enquête en pantoufles, une scène d'action minimale par épisode, et Super Skrull versus quelque chose à la fin. Et donc maintenant qu'on en spoiler, on peut le dire, c'est Super Skrull versus Super Skrull, parce que pourquoi on disait tout à l'heure que le truc de Samuel Jackson, il se passe quelque chose qui ne peut pas marcher à la fin, c'est qu'à la fin donc Gravik donne un rendez-vous à Nick Fury pour tout régler. Genre, on fait un dernier tête-tête et après, genre, le gagnant prend la Terre. Ça n'a aucun sens. Et c'est rendez-vous dans une ancienne centrale russe, évidemment, donc radioactive, évidemment. Et là, donc, t'es censé croire que Nick Fury, qui a pour seule protection son imperméable, évidemment iconique, son cache-œil. Qui tousse un petit peu. Est-ce qu'il a un truc? Il a même pas Non, il a pas de masque ou quoi. Il a pas de masque, il a pas de combi, il a une boîte de cachetons. Et il se met à tousser. Alors, il se dit, il a j'ai perdu le nom scientifique, mais en gros, détecteur de radioactivité. Oui. Et, j'ai le nom. Un compteur Geiger. Voilà, il a un compteur Geiger. Et, donc, évidemment, plus il se rapproche, plus ça monte. Aucune réaction à part tousser et prendre des cachetons. Et donc, à ce stade, tu sais déjà que Gaïa est de son côté, donc il a une Skrull de son côté. Donc il a quelqu'un qui peut changer d'apparence de son côté. En sachant que
Gravik est pas censé être un abruti total. Donc il sait pas forcément que Gaïa est encore là, mais il sait que Nick Fury a quand même potentiellement d'autres Skrulls. Il pense qu'il a buté Gaïa en plus. Donc à la fin de l'épisode 3, il tire une balle. C'est pour ça, ça y a pas de souci. Mais il peut quand même se dire, Nick Fury est capable de dégoter au moins un autre Skrull qui serait comme Ben Mendelsohn, enfin comme Talos. Non, lui, il est en mode, non, Nick Fury, je l'ai attiré dans mon piège en lui disant bien que c'était un piège, et il est venu à poil me voir, alors que je suis physiquement plus fort, qu'il est sous radioactivité, et tu dis, mais c'est pas possible. Et donc, c'est censé être un twist, mais évidemment, ce n'était pas Nick Fury, c'était Gaïa. Donc, et même avec cette stratégie, c'est quand même très étrange, c'est qu'elle lui donne réellement ce qu'il réclame, à savoir l'ADN d'un maximum d'Avengers. Pourquoi tu fais ça? Tu es en Nick Fury, le mec est apparemment suffisamment stupide pour te prendre vraiment pour le vrai Nick Fury, tu peux le terminer en fait. Et tu peux, voilà. Non, elle lui donne vraiment les pouvoirs de tout le monde, sauf que l'astuce, c'est que c'est pareil, elle compte sur le fait que il ne tue pas Nick Fury avant de s'approprier les pouvoirs. Donc il reste au même endroit, donc t'as une espèce de cercle où c'est là une sorte de bouclier, voilà, où ils se font attribuer les pouvoirs, voilà. Et donc les pouvoirs vont aux deux. Et là, tu as le combat final dans toute sa splendeur de nullité, puisque le bras d'Emilia Clarke. Tu as et là c'est pareil. Enfin c'est vraiment la tristesse en termes de design et d'imagination. C'est que sur le papier, on te dit ces deux personnages ont potentiellement, alors sont déjà les plus puissants jamais créés dans le MCU, puisque on rappelle qu'il y a aussi l'ADN de Carol Danvers dans le truc. Pour Gia, oui. Pour les deux. Oui, pour les deux, oui. Pour les deux, c'est terrible. Vraiment, théoriquement, les deux sont à égalité avec un max d'ADN de tout le monde. Et donc là, tu fais, mais ça va être incroyable leur combat. Évidemment, personne ne pense ça à ce stade de la série. Et tu sens que les mecs se sont peut-être dit, s'ils sont vraiment, vraiment cyniques à ce point-là, il faut qu'on les habitue à de la médiocrité. Comme ça, quand on leur dit, il y a les deux personnages overcheatés les plus puissants de toute l'histoire du MCU, ils en attendront rien d'autre qu'un combat de 5 minutes mal filmé, avec des effets spéciaux douteux, aucune imagination et aucune folie. Parce que là, du coup, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est 2-3 patates, je te lance une voiture, je vole, je m'écrase, et je me fais terminer par un rayon. Oui. Voilà. C'est tout. Il y a rien d'autre. Et ça dure 30 secondes, montre en main. Ah ouais, vraiment. Et c'est moche, évidemment, pour ceux qui auraient des doutes. Le Super Skrull. Même plus besoin de le dire. Ouais, c'est ça. Le Super Skrull méchant est effectivement un Super Skrull intégral, là où l'autre garde sa tête, parce que c'est Emilia Clarke, on l'a quand même payé un petit peu, puis elle est Mimi. Donc ce serait con. On va juste lui faire des bras mastoc. Et donc, devinez quoi? C'est hideux. C'est hideux, ce côté bras de Playmobil ou de Lego, en fait. Mais ils ont fait le bras de Drax, ces abrutis. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est ignoble. C'est, voilà, c'est un patchwork, hein. C'est vraiment, vous faites un montage Photoshop, vous l'avez. Vraiment, vous l'avez. C'est peut-être là, en fait, que sont passés les dizaines de millions de budget, mais c'est dégueulasse, quoi. Non, c'est pas, tu peux pas me faire croire que c'est là que ça passe, là. Ou alors c'est la vengeance terrible des mecs des effets spéciaux qui se sont dit, vous savez quoi, les gars, mais en fait c'est là qu'ils vont la sentir. Non, mais là, ce que tu sais, c'est juste parce que il y a le fric injecté, mais si c'est un fric qui était dépensé pour faire un test, puis un deuxième test, puis un troisième test, et qu'au final, en fait, on garde juste le 4e test qui était juste le rendu le moins dégueulasse de 4 rendus dégueulasses, ça t'a coûté 50 millions, sauf que c'est 50 millions investis dans du caca. Ça, c'est possible. Parce qu'au final, moi, c'est ce que je déplorais pour She-Hulk, c'est qu'au final, le design physique de She-Hulk est plus un problème que la médiocrité de ses effets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu tombes sur des gens qui disent, on a la flemme d'animer des cheveux bouclés, donc elle aura des cheveux de mannequin quand elle se transforme. Qui disent, on va lisser son visage parce qu'on ne veut pas l'animer de manière trop relou, et donc ça dit un truc comme ça. Et donc, en fait, si effectivement t'injectes ta thune comme ça, en mode combat, ils ont tous les pouvoirs, machin. Oui, c'est aussi une possibilité que les mecs se soient juste ratés et qu'après, on retombe sur cette même paresse de bon, écoutez, ça va, c'est une scène dans une décharge. Tout est triste vraiment, non, il y a rien. Et pour les fans de DBZ, il y a à la fois une proximité, oui. Gravik, Garlic. Oui. C'est probablement pas du tout fait exprès.
Mais c'est ça, si t'étais dans une suite de Dragon Ball Evolution fait par des Américains et qu'il se trouve que le méchant doit être Garlic, pour moi, Garlic ressemble à ça dans une sous-prod d'un truc pété de gens qui respectent pas l'œuvre originale. Mais non, vraiment, ce truc n'a pas d'intérêt. Comme j'ai dit, le twist ne marche pas. Ils te font un montage alterné pour faire justement le côté un peu 24 heures chrono du très très pauvre. Oh là là, avec Nick Fury et Olivia Colman qui débarquent pour tirer des balles. Avec le président, le truc, et tu fais, mais les gars, enfin, c'est pas possible de faire ça. Et en plus, tu sais évidemment que l'autre, il va lui tirer une balle. Puis Nick Fury qui devine hyper vite que Don Cheadle est un Skrull, mais personne le croit. C'est d'où le rôle de l'alcool, parce que c'était ça. Oui. Tu as bu, donc c'est normal que ta perception des choses soit changée. C'est ça. Et donc, en fait, Samuel Jackson attend, au moment où il devient l'homme le plus recherché. Enfin, il est sur le point, il est déjà recherché, mais il devient l'homme le plus recherché. Ce que tu ne ressentiras jamais. Jamais, non. C'est pour ça que quand je dis le fugitif. Balade de santé, il peut voyager pépère partout dans le train. C'est vraiment genre, ouais, je suis en cavale, tout le monde. Non, mais en fait, tu viens de passer le portique de sécurité tranquille, quoi. Mais tu sais qu'en plus, le pire, c'est que il justifie la pauvreté de son camouflage. Parce que du coup, Olivia Colman lui dit, ah, vous avez juste le truc de Black Widow, mais pas le costume intégral, parce qu'il a juste le truc pour changer de tête, mais pas tous les vêtements et tout. L'accessoiriste était en prison. Et c'est pareil, tu fais, putain, mais genre, ça marche dans un Deadpool parce que c'est une vraie vanne. C'est-à-dire que Ryan Reynolds va regarder la caméra et dire, regardez à quel point on n'a pas de fric. Et c'est déjà une pauvreté d'écriture de faire ça. Ouais. Là, t'as des gens qui veulent vraiment premier degré camoufler la pauvreté de budge ou de prod par un vrai dialogue que t'es censé prendre premier degré en disant mais oui c'est logique. Non vous avez pas le droit de me faire ça, c'est Nick Fury, faut arrêter. Et encore une fois le côté fugitif, mec, bon, j'ai cité plein de films tout à l'heure et plein de séries, le côté je suis trahi par l'État et je suis l'homme le plus recherché de toute la planète, mais à quel moment tu le ressens? Non. Mais même dans son attitude, tu ne le ressens pas. Le mec est tout le temps posé à la cool. Et c'est pour ça que je te dis, la coolitude de Samuel Jackson, elle va pas du tout. Elle ne va pas à ce truc-là. Non. Et pour moi, le Nick Fury, par exemple, de Captain America 2, par exemple, mais même de certains autres films, est plus dans l'urgence que ce gars-là. Ouais. Ce gars-là, mais... Même Captain Marvel, où il découvre qu'il y a des Skrulls qui tombent du ciel. Et Captain Marvel aussi, tu vois. Et ce gars-là, t'as l'impression que c'est un problème d'ego. Parce que c'est aussi ce truc-là qui souligne c'est Olivia Colman ou Gaïa qui lui demande à un moment, mais pourquoi t'appelles pas tes super potes, en fait? Enfin, clairement. C'est Gaïa, je crois, non? C'est Gaïa. Je sais plus. Et le mec dit, non, parce que, genre, c'est Gaïa. Non, c'est Olivia Colman, parce que c'est à la fin quand ils sont dans le cimetière. Oui, voilà, il récupère sa panoplie de... Ouais, c'est ça. Et il répond, non, parce qu'il se mettrait en colère s'il savait que j'ai leur ADN. Bah oui, c'est normal. Alors c'est le pire plot hole du monde. Mais encore une fois, ce n'est pas le Nick Fury des films. Le Nick Fury des films n'en aurait rien à foutre. Il dirait, oui, c'est pas grave si j'ai le mauvais rôle, les gars. C'était son discours depuis le premier Avengers. Mais je suis pas votre pote, en fait. Moi, en fait, j'ai une mission, c'est protéger la Terre. Même dans Winter Soldier. Et je te dirais, en fait, en vrai, un peu dans ses instructions, parce que c'est pas lui, c'est Talos dans Spider-Man 2, c'est aussi ce truc-là. C'est ce truc de, mais je suis pas gentil, en fait. Je suis un paramilitaire qui a pour mission de protéger la Terre à tout prix. C'est tout. Et ben je ferme les yeux sur certains conflits et certains états d'âme, voilà. Là c'est en mode non, j'ai pas envie parce que c'est mes copains et j'ai quand même envie de me faire Gravik à moi tout seul parce que c'est ma mission, il y a que moi qui peux le faire. Et le mec il est à ça de dire non, c'est mon combat. Tu sais, mais abruti, t'es en train de parler. Soit tu me dis c'est la survie de la planète. À la base, c'est ça, déjà, t'as Captain Marvel, ouais. Et soit t'es en train de me dire c'est la survie de la planète, soit t'es en train de me dire c'est une guerre d'ego parce qu'en fait, Gravik, je l'ai formé, ça me fout la haine, machin. Mais tu peux pas lier les deux en disant, et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais appelé les super-héros que je connais. Je fais, non, en fait, là, vous êtes en train d'essayer une énième fois de justifier le fait que personne ne va venir dans les guests VIP. Et ça s'arrête là. Ouais. Et puis, ouais, voilà, que Cheadle il soit revenu d'ailleurs, c'est quand même après Falcon and Winter Soldier, c'est quand même assez non, je pense c'est ça en sachant que théoriquement la série Armor Wars c'est devenu un film. Ah ouais? Ben il me semble que oui.
Mais en tout cas, on va dire le projet Armor Wars est toujours d'actualité. Oui. Donc j'imagine que là, il y aura une ligne de dialogue pour t'expliquer. J'ai bien qu'Arnaud check, mais je crois que c'était devenu un film, Armor Wars. Alors, aux dernières nouvelles, effectivement, 30 septembre 2022, la série Disney+ a été repensée pour être transformée en film. Ok. Merci de ce rappel, puisque je n'en avais plus aucun souvenir. Donc, là, j'imagine une ligne de dialogue à la con. Ouais, et quand j'ai été capturé par les Skrulls, et puis ce sera expédié, on va laisser peser, et puis voilà. Mais même à la fin, quand Gia délivre les gens qui étaient des... Gaïa. Bon, bref, on s'en fout. Je sais pas comment. Bravo, le mépris pour la culture Skrull. Franchement, elle allait pas Skrullos, hein, tu vois. Gaïa. Ça sent la gentrification à Skrullos, ça. Quand elle délivre tous les gens, tu ne vois que des inconnus, à part Martin Freeman et Don Cheadle. Et tu te dis, tu pouvais même, si t'as ceux qui ont été introduits par la série, genre t'as la première ministre de je sais pas quel truc. Et tu te dis vraiment, c'est tout ce que vous avez, alors que même tu prends un mannequin avec peut-être pas avec un corps refait façon IA comme ils l'ont fait sur les plateaux des séries MCU, tu vois, mais qui prennent des gens qu'on connaît un peu la tête. Mais là, en fait, c'est tellement truc à la con, le général Ross. Oui. Pourquoi pas? Et genre, ça le rend encore plus vénère sur machin. J'aurais peut-être envie un jour de me transformer en Red Hulk, on ne sait pas et tout. Enfin, pourquoi pas, tu vois? Après, t'as pas l'argent pour Harrison Ford, y a pas de souci, montre-moi son nom. Bah oui. Montre une capsule avec marqué Ross. Enfin, je sais pas, tu vois, mais même un élément de vêtements ou je sais pas. Oui, quoi. Bien sûr. Parce qu'en plus, ils sont capturés, ils sont même pas changés, le mec, il est il est littéralement dans sa blouse d'hôpital, quoi. Plus ou moins, oui, vraiment. C'est... Genre, le mec, il pourrait être à poil, mais il serait à poil, quoi. Oui, c'est ça. Après, je sais qu'en plus, ça a suscité des débats de merde sur, du coup, quand Rhodes se serait fait prendre. Je pense arrêter de théoriser, parce qu'en fait, vous êtes plus intelligent que les gens qui ont fait ce truc. T'as des gens qui ont dit, donc si vraiment il a été capturé pendant Civil War, ça veut dire que le discours qu'il a fait quand Iron Man meurt, au moment de parler d'être un homme noir, ça veut dire que c'est un Skrull. Alors il y a ça, et il y a la mort d'Iron Man, où du coup t'as quand même Ross en mode meilleur ami et tout. Mais ça, en fait, moi ça me gênerait pas d'avoir vraiment un truc, et tu peux le tourner en mode ironique comme un truc d'un mec énervé, par exemple Nick Fury, au hasard, qui dirait mais attends, espèce d'enflure, ça veut dire que là et là, tu te foutais de notre gueule et tout. Ouais, oui, ça peut être une scène forte. Oui. Eux, ils envisagent pas ça comme ça parce qu'ils disent, mais si on l'officialise et si on l'intègre dans notre méta et dans notre intrigue, ça voudrait dire que on mécontente des fans potentiels de notre Avengers, de notre Civil War, de machin. Donc il faut qu'on reste dans le flou. Non, c'est pas ça que c'est pas comme ça que tu gères une fiction en fait. Tu peux t'autoriser justement à trahir. À faire c'est ce qu'avait fait Winter Soldier en prenant le risque de faire ça avec le Shield. Mais bien sûr, mais c'est comme si les gars, même pour prendre genre l'œuvre pop culture absolue, en tout cas une des plus populaires, si les mecs arrivaient sur Star Wars, j'allais dire Star Wars 2, donc non, faut préciser quand même, l'Empire contre-attaque, en disant ouais, mais du coup, ça remet en question la sincérité d'Obi-Wan avec Luke, le fait que Dark Vador révèle être son père. Vu que Obi-Wan, du coup, lui a menti. Il est mort. Oui. Et alors? Et encore, tu peux trouver un double sens au fait qu'il dit... oui, sa version, ton père est mort symboliquement. Mais c'est ce qui fonctionne, je trouve. Mais je veux dire, c'est ça. Si t'en es à ce point-là d'essayer de mettre tes fanatiques dans un cocon de il faut pas vous contrarier, donc en fait on va pas le dire, mais en fait ça n'aura pas d'impact même si c'est le cas, machin. Bah oui, ton truc il a zéro enjeu. Enfin, d'ailleurs il y a quelqu'un qui a tweeté s'il y a 7 ans tout le monde avait su que Don Cheadle était un Skrull dans l'univers Marvel, tout le monde aurait pété un câble. Aujourd'hui tout le monde s'en fout, et Don Cheadle il a liké ce tweet. Bah ouais, tu m'étonnes, en tant qu'acteur. En plus, imagine le genre de scène, quand même. Le genre de scène qui serait 100 fois plus. Qu'est-ce que tu fais? Une story juste pour le Instagram. Bah non, pas avec mes cheveux. Non. Eh non. Mais si tu veux, tu peux la faire. Alors mets ton bonnet. Ouais. Voilà, là c'est bon. Vas-y, continue. Pour revenir, c'est justement sur la toute fin qui est le moment le plus intéressant de la série. Enfin, le plus intéressant, non, parce que c'est un clip, quoi, c'est expédié. Oui. Mais le plus intelligemment écrit, on pourrait dire, et le plus cohérent, c'est que le président américain
qui donc s'est fait manipuler par les Skrulls pendant toute la série et qui a été atteint physiquement, parce que c'est ça, et on reviendra dessus après. Quand je disais il y a 2 scènes qui peuvent être mises en parallèle entre Falcon et Winter Soldier et Secret Invasion, c'est donc une scène d'attaque de convoi, et c'est le convoi présidentiel en fait qui se fait attaquer en Russie, donc voiture, etc. sur une autoroute, enfin sur une route plutôt. Et donc le président pour le coup lui a vraiment pris le seum contre les Skrulls, alors même que, donc bon, ça c'est aussi le raccourci, c'est que le président a l'air quand même assez normal et modéré pendant toute la série, y compris à l'hôpital. Très passif quoi en fait. Très passif, y compris à l'hosto. À l'hosto, il est pas super OP quand Rhodes lui dit faut contre-attaquer maintenant, faut niquer les Russes, etc. Il est vraiment pas ouf dessus. Donc il est vu comme en gros le président à la Marvel Studios Disney 1.0, c'est-à-dire il est neutre. il y a rien, il y a pas de truc. Et après, alors même que Nick Fury et quel est le nom d'ailleurs du personnage d'Olivia Colman? Sonia la britannique, du coup c'est MI6. Elle représente la MI6. C'est Sonia Falsworth. Ouais, voilà. Donc Olivia Colman et Nick Fury le sauvent en lui disant justement il essayait de te faire entrer en guerre, faut pas céder aux bas instincts, machin, etc. Il a la preuve sous les yeux, parce qu'évidemment, le Skrull, Rhodes se fait flinguer d'une balle en pleine tête, se retransforme en Skrull, ce qui est bien pratique quand même, quand tu meurs. Et donc, la présidence fait, ah merde, en fait, machin, ok, très bien. Mais là, le président se transforme en Donald Trump, alors qu'avant, c'était un président, genre, comme toutes les représentations à peu près de Bill Clinton, Joe Biden, ils ont pas eu le temps de le faire encore. Dermot Mulroney, il a un petit air de Clinton. Ouais, voilà, tu vois, le mec un peu machin. Et là, ça devient Dermot Mulroney de Scream 6, en fait. Oui. C'est genre, j'ai une dent contre vous et je vais vraiment vous exterminer à partir de maintenant. Ouais. Donc tu fais, bah d'accord, ok. Et c'est vraiment son allocution présidentielle, c'est ça. C'est un discours de haine pure. Ouais. Des Skrulls sont parmi nous, c'est la merde. On va les retrouver, on va les massacrer. Point. Et donc, du coup... Et tu te dis, pourquoi pas? Ça veut dire que, en tant que spectateur, t'es censé être contre le président et contre ses méthodes. Et tu te dis, bah, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait une scène, que la scène est très rapide. Hein, oui. Parce que t'as pas trop le temps de dire... C'est un peu un clip show entre lui qui parle et des gens normaux qui se font... Des gens, voilà, qui te renvoient un peu, voilà, n'importe quelle milice d'extrême droite américaine, en mode mania des armes et tout. Et donc, qui vont faire la chasse aux Skrulls présumés. Donc, il y en a... Parce que oui, c'était ça tout le truc, c'est qu'il y a des Skrulls qui se sont démasqués volontairement aussi à ce moment-là. Non, parce que nous n'étions pas sur la ligne radicale, n'étions pas avec Gravik et tout. Mais du coup, tu as des milices humaines qui, alors, je sais pas si c'est uniquement aux States ou si ça te fait comprendre que c'est un peu partout dans le monde. Ça, j'ai pas retenu. Je voulais vraiment pas revenir sur cette série, donc je t'avoue que j'ai pas de truc. Mais l'idée, c'est que voilà, l'intolérance et la parano montent et tout machin. Donc, comme t'as dit tout à l'heure, c'est ça qui aurait dû, en fait. Cette scène-là aurait dû être le début de la première scène de la totalement. Série. Et donc, oui, il y a même des erreurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en plus de buter des pauvres Skrulls, ils butent aussi des pauvres humains. Des humains, oui. Donc voilà, t'as ça. Mais ça, malheureusement, vu le passif du MCU, pour moi, ça va autant être... C'est-à-dire, théoriquement, ça peut donner un super truc dans le prochain Captain America. Pourquoi pas. Ça va être l'équivalent du Celestial qui a la main hors de la merde dans Eternals. Alors moi, je me dis que soit c'est ça, soit c'est pire, parce que vu que ça implique le président et que le président va avoir des implications dans le prochain Captain America en film, oui, c'est vrai, je me dis que ils vont. Mais pour moi, c'est super triste, mais ils peuvent l'expédier en une ligne de dialogue ou en une séquence très rapide, comme ils ont expédié Et il se passe quoi si Tante May elle est au courant de l'identité de Spider-Man? Eh ben, il se passe rien, mon petit gars, parce que ce sera du hors-champ. Donc, au début de Spider-Man 2, l'idée, c'est qu'elle est super d'accord avec cette idée-là, et qu'ils sont en bonne entente, et que tout le monde s'en fout. Après, ils ont clairement dit que Secret Invasion, ce serait un peu une sorte de prélude à The Marvels 2, donc ça se trouve, on aura même la réponse cette année, hein. Voilà. Samuel Jackson, il a dit ça. Bah ouais, donc ça veut dire encore plus déconnecté. C'est pour ça qu'à la fin, il remonte avec sa meuf, hein. Ah bah oui, là pour le coup... C'est quand même assez clair. Oui, mais c'est ça, c'est dans le sens prélude narratif par rapport au personnage de Nick Fury pour dire bah il est de nouveau dans l'espace parce que tu le vois dans la bande-annonce qu'il est dans un vaisseau spatial. En vrai, si on est... La porte de Saber, oui. Si on est très indulgent, tu peux théoriser le fait que la méchante
même si c'est une Kree du coup la méchante, ouais, qui en veut à Captain Marvel. Elle s'appelle, je crois que c'est Dunbar le nom du personnage Kree. C'était un mec dans les comics, mais ils ont ruiné mon enfance. Mais le créateur du personnage a dit j'en ai rien à foutre. En même temps, c'est un général Kree à la con, on s'en bat les couilles. Oui. Initialement, c'était pas non plus le perso. Oui, c'est ça. Il a juste dit à la base, c'est quand même un sentiment assez étrange, pas désagréable, mais c'est assez étrange. Quelqu'un lui a dit, et le gender swap, il a fait, mais je m'en fous. Ah oui, parce qu'en plus, j'avoue que le créateur, en plus, au moment de créer ce général Kree, c'est sûrement pas dit, un jour, ce sera l'antagoniste principal d'un film comme ça, tu vois. Donc, non, ça, clairement, c'est un personnage ultra secondaire en BD. Non, ce que je veux dire, Dar-Ben peut leur envoyer dans la gueule, ouais, mais de toute façon, regarde, toi, ce que t'as fait sur Terre avec les Skrulls, tu vois, peut toujours envoyer une ligne de dialogue, que ça occasionne une séquence à la con, et qu'en fait, il règle tout en une séquence. Il est littéralement apparu dans 2 numéros. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, je pense que le créateur s'en bat les couilles. Il va juste recevoir son tout petit chèque de royalties parce que c'est des... Bah là, si c'est le 100 000... Ou pas. Ouais. Ce que j'allais dire, si c'est 100 000 $, pour Ed Brubaker, pour le Winter Soldier, là, pour 2 numéros, c'est un café. Ouais, c'est ça. Et encore, s'il a mal négocié initialement avec Marvel, si c'était un salarié, ça sera son un café. Perso lui appartient pas. Ouais, j'allais dire, c'est un café sans sucre, tu vois. Donc non, franchement, pour moi, ils peuvent s'en servir dans un Captain America hypothétique, enfin dans une sous-intrigue hypothétique du prochain Captain America, parce qu'apparemment c'est ça l'excuse pour la main et le début du visage du Celestial. Ce serait abordé dans le prochain Captain America. Il y a déjà une micro-rêve dans She-Hulk, mais c'est tout. Quoi. Voilà, mais c'est et apparemment ironique, ça aurait dû être abordé dans Wakanda Forever, mais ça a été coupé. Ok. Voilà. Mais c'est pareil, si tu dis que ça c'est quand même dans des films et des séries qui n'ont rien à voir, c'est que c'est censé être abordé dans une réplique en fait, et que c'est juste c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit, comme les gars qui disent ouais mais rappelez-vous genre moi je crois pas à la magie, et tu sais t'as toujours un pauvre gars dans le fond qui fait ouais on croit quand même aux extraterrestres vu que littéralement il y a des trucs, notre technologie est quand même suffisamment avancée niveau science-fiction pour qu'on croit à 10 000 mondes parallèles. A priori, la magie, c'est pas le truc. C'est comme si t'avais un mec dans Blade qui disait, oh, les vampires. Non, là, ça va trop loin. Tu fais un moment ta gueule. Ouais. Donc, non, pour moi, ce sera réglé tristement en une réplique avec le président est belliqueux, mais il a été ramené à la raison en voyant justement que ça allait trop loin. Parce que, à quel moment ils peuvent, dans le cas du MCU, traiter un truc comme ça? En vrai. Car là, même leur manière de traiter la dissidence Skrull, c'est quand même lamentable. Enfin, tu pouvais faire ce truc de, oui, si des réfugiés en plus sont maltraités, ça peut engendrer de la violence. C'est pas du tout ça leur angle. Leur angle, c'est une vengeance personnelle de Gravik. Et Gravik le formule comme ça, c'est terrible. Gravik, pour galvaniser ses troupes, est un chef politique qui pourrait dire des trucs sensés, sauf que là, pour le coup, tu sens que le showrunner n'a pas vraiment soit l'amour, soit juste la latitude de faire ce que Ryan Coogler faisait pour Killmonger. Donc, Gravik sera juste très méchant. Le moment où il tue son bras droit, vraiment, c'est du méchant 2.0 d'un James Bond ou un 24 heures, mais bâclé, quoi. Des trucs qui, normalement, tu fais plus ça, quoi. Le moment où il se retourne contre lui. Et c'est pareil, tu dis, l'idée est intéressante. Ouais. L'idée des Skrulls qui disent, mais attends, il a quand même buté un gars, son gars le plus proche. On ne croit plus en son plan. Donc, du coup, mais c'est pareil. C'est que du coup, ça devient un boucher absolu. Et après, c'est comme si on te sous-entendit le fait qu'il a fait fuir toute son armée Skrull. Oui, parce que le rendez-vous final est dans son refuge. Oui. Il y a plus personne. Bah oui. Et lui, il a fait quoi, cet abruti? Il a traîné les cadavres des Skrulls qui l'ont attaqué en disant genre ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me défier? Qui veulent comme ça. Mais bah oui, du coup tout le monde s'est barré, quoi. Mais oui. Et ça marche dans Batman 2 avec le pingouin machin. Mais parce qu'en fait c'est amené pendant tout le film. Ouais. Mais là ça marche pas du tout. Là c'est une ellipse. Ils ont aucune personnalité en plus. C'est bien Faceless Army littéralement. Ah ouais, là pour le coup ils ont joué la Faceless Army, mais cette carte ils l'ont surjoué en se disant bah ouais mais regardez ça marche pour eux parce que c'est littéralement les gens qui ont pas de visage et tout. Ouais, mais tu peux leur offrir une personnalité. Bah oui. Enfin, il y a un pauvre gars, effectivement, celui qui est introduit par Gaïa. Ouais. T'as l'espoir que ça devienne quelqu'un pour de vrai. Non. C'est un nobody jusqu'au bout. C'est un objet, quoi. C'est juste, à un moment, il a peur de Gravik. Et donc, t'as l'impression qu'il a peut-être
Et c'est pareil, si tu leur fais grâce de l'écriture, tu peux toi-même te faire une version parallèle de la série dans ta tête, où peut-être il aurait eu des discussions intéressantes sur le terrorisme, est-ce que la fin justifie les moyens, mais est-ce qu'on a confiance en notre leader, et que du coup là, ça aurait mené au soulèvement contre Gravik. Mais non, eux ils t'ont viré tout ça, voire ils l'ont jamais écrit, donc ils t'ont juste dit, à un moment Gravik, il a une embuscade de ses propres hommes de main, et puis il les tue tous. Et faut voir la gueule l'embuscade, parce que donc ils savent que le mec il a minimum Groot et Genesis. Oui. S'ils sont très naïfs, ils savent que ces deux trucs-là, ok. Donc en fait, c'est dire, si tu lui tires dessus, à moins de le pilonner vraiment et de le déchiqueter, ça ne sert à rien. Groot, c'est des bras qui repoussent, des membres qui repoussent, etc. Il l'attaque avec des couteaux et un sac plastique pour l'étouffer. C'est-à-dire, moi, je comprends la logique. Moi, je t'ai dit avant, l'accessoiriste, il était en prison. Hein, mais non, mais encore une fois, c'est super triste. Mais c'est qu'en fait, les mecs s'inscrivent dans une logique de série policière d'espionnage sans budget des années d'avant. Et effectivement, si un chef terroriste se fait trahir par ses propres hommes, oui, tu vas avoir un mec qui va essayer de l'étrangler, un mec qui va essayer de le planter, etc. Mais là, votre univers, il est intégré dès le départ dans un truc avec des super pouvoirs. Ce mec vous a montré qu'il avait des super pouvoirs. À quel moment vous avez cru que genre, à quoi, 8-10 avec la force Skrull, donc ils sont à peine plus qu'un humain normal, ils sont humains athlétiques, on va dire. Mais à quel moment tu crois que le mec, c'est déjà un miracle qu'ils arrivent à le plaquer sur une table sans que le gars, il les explose avec 10 000 branches qui sortent de son torse. Enfin, c'est quand même n'importe quoi, tu vois. Et non, c'est pareil. Et lui, c'est pareil, tu n'as pas d'impact chez Gravik de quoi que ce soit. Tout ce qui lui arrive, que ce soit par rapport à la trahison de Gaïa. Il change pas du tout. Ben Mendelsohn. Tout. Il est unidimensionnel. Le gars, il est juste, je suis froid et méchant. Ouais. Et juste après, il sort lui-même, il est obligé de sortir la notice de son, c'est pas la note d'intention, c'est vraiment la notice du perso. Quand il dit à Nick Fury, ouais, tu sais, quand je me suis dit ça, c'est ma première mission, nanana. Ça aurait pu être intéressant, peut-être, de voir un flashback. Peut-être de voir que pour lui, son premier meurtre, il était compliqué, qui était difficile. Même Shang-Chi a presque réussi ce truc-là. Ouais. Vous arrivez à le rater. C'est pas possible, tu vois. Et non, c'est juste lui. Et pareil, t'aurais pu avoir au moins un moment. C'est le même problème qu'avec Kang qui disait j'ai buté tout le monde, mais que t'as jamais vu buter qui que ce soit. Bah là, c'est pas de dire ouais, c'est une mission super dure, machin. Ouais, mais en fait. C'est ça. Mais il me semble, dans mes lointains souvenirs, que dans Kung Fu Panda 1, parce qu'ils ont le même rapport qu'entre Maître Sifu et le méchant tigre de Kung Fu Panda. Tu vas trop loin dans la cinéphilie, là. C'est qu'en gros, c'est donc un ancien élève de Maître Sifu. Et donc, il se rebelle et il lui dit, et Maître Sifu a des vrais regrets. Et je vous jure, si vous regardez, c'est la même scène parce que Maître Sifu vient de se faire latter la gueule par le méchant de Kung Fu Panda. Donc, Maître Sifu est recroquevillé dans un coin et il lui fait, t'as raison. Genre, j'aurais dû prendre mieux soin de toi. Et genre, mais à l'époque, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que j'éduque mes élèves et tout machin. Et tu vois que le tigre méchant a quand même un chouïa d'hésitation, et après, genre, il se reprend en mode, ouais, mais c'est trop tard et tout, et je te hais, etc. C'est la même scène en moins bien quand Samuel Jackson, quand Nick Fury, qui est en fait Gaïa, dit, ouais, je vous ai trahi, t'as raison et tout. Et en plus, à ce stade, l'autre est censé croire premier degré que l'autre lui dit, et je suis tellement d'accord avec toi que je te donne les ADN que tu demandes. Sauf que Gravik n'a pas de moment d'hésitation. Gravik, limite, se fout de sa gueule. Moi, et tu crois que machin, j'ai gagné. Et tu sais, tu fais, mais putain, ça vous coûtait quoi au moins de lui faire avoir 20 secondes d'émotion réelle parce qu'il lui faut avoir la surprise du discours de Nick Fury, sauf que sa réponse c'est, putain, tu dois être sacrément con pour croire que machin. Et tu fais, mais c'est pas possible, enfin. Respectez vos personnages. Tu ressens vraiment rien devant la série de toute façon. C'est un encéphalogramme plat, même quand Maria Hill meurt, en fait, elle est là deux scènes. Oh ouais, la tristesse de ça. Du coup, t'as même pas le temps d'être triste qu'elle soit morte. Mais le passage le plus anticlimatique, mais ils le font deux fois, de toute façon, deux fois. Ouais, alors, du coup, avec t'as la Talos mort aussi. T'as la mort de Talos, même la mort de Gaïa à la fin de l'épisode 3, mais auquel tu crois pas. En plus, ça leur aurait coûté quoi? Juste au moins de faire parce que à chaque fois, ils ne meurent pas sur le coup. Ouais. Ça leur coûte quoi de faire une séquence supplémentaire d'adieu ou de trucs, ou de justement, tu fais durer le truc de est-ce qu'on arrive à la sauver? Non, en fait, c'est foutu. Et Nick Fury qui devient ouf. Pareil pour Talos. Ouais.
Non, là c'est juste bah non en fait c'est trop tard. Salut, bye. Ok, bah génial les gars, enfin, c'est vraiment cool. Non, vraiment, comme tu dis, ouais, ils respectent pas leurs personnages, ils sont pas. Cette série ne respecte rien. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Et le terme est choisi. Conclusion, parce que je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Non, je cherche si. On a fait plus d'une heure quand même. Hein. Ouais, et franchement, je ne m'y attendais pas. Donc, honnêtement, sachant qu'en plus, j'ai très peu participé parce que je vous ai laissé échanger. Donc, je suis assez. Non, après, ce qu'on peut dire comme bilan, c'est que, enfin, clairement. Tu vois comment elle a pris le lead là. Ouais, non, mais juste en matière de série, il faut que Marvel se réveille. Ça clôture la première. Bon, on va pas parler en phase. On va dire la première salve de série Marvel. Parce que je crois que Secret Invasion faisait partie vraiment de la première salve de série annoncée en 2020. Ouais. Même avant, hein, d'ailleurs. 2018, 2019. Oui, parce que c'est vrai que c'était très. Il y avait le Covid et tout, qu'il y avait. Mais du coup, on sent que c'est aussi un peu la fin d'une ère pas forcément dans ce qu'a annoncé Chapek, dans ce qu'a greenlighté Chapek, parce que t'as aussi encore Echo, Ironheart, 2-3 autres trucs. mais on sait, s'il y a vraiment, je trouve que cette série encapsule tous les problèmes actuels du MCU. Parce que pour moi, il y a quand même des trucs quand même qui restent cool dans le MCU actuellement, même s'ils sont pas nombreux, ils sont là. Mais là, c'est vraiment un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça pourrait limite être étudié en école de scénario et de série pour te dire tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série, c'est Secret Invasion. Et c'est quand même un aveu d'échec c'est quand même assez triste à voir. Après, je me dis, dans un monde idéal, s'ils voient à quel point ils sont bas, ils ne peuvent que remonter. Mais on connaît Marvel, on connaît Disney, et ça veut rien dire. Peut-être qu'ils vont vouloir, au contraire, encore plus creuser. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu la fin d'un truc, parce que quand je vois tous les backlash négatifs et tous les gens qui essaient de monter au créneau pour défendre, mais tout le monde se fait laminer. Le public ne suit pas un peu à la Ant-Man, hein. Clairement, je pense quand même que ça va leur servir. Pour moi, Ant-Man a servi un peu de wake-up call au niveau ciné. Pour moi, Secret Invasion va servir de wake-up call au niveau des séries. Et je serais pas étonnée que ça sonne le glas d'une manière de faire chez Marvel, et j'espère juste que ça amènera à de meilleures choses. Le glas, tu le verras de toute façon pas tout de suite parce qu'il y a des choses qui ont déjà été tournées, tu vois. C'est sûr, ouais. Moi, je pense qu'ils ont, je sais pas si non, c'est pas sorti encore. C'est très possible qu'ils aient quand même un peu peur et qu'ils franchement, il faudrait avoir de sacrés œillères pour pas voir quand même qu'il se passe quelque chose qui a un problème de réception, tu vois. Mais moi, je les soupçonne d'être au courant de ça par rapport à Daredevil, parce que vu que Daredevil, t'as l'ancienne fanbase qui les attend vraiment au tournant, je me dis c'est pas impossible que entre temps ils se soient dit venez on reshoot, on réécrit peut-être certaines choses, parce que c'est compliqué quand même. Enfin, il y a, je veux dire, en plus c'est pareil, c'est pour des bonnes et mauvaises raisons, mais t'as vraiment les fans edgy en mode on veut du dark machin. C'est très compliqué, ils ont tous détesté She-Hulk, encore une fois parfois pour des très mauvaises raisons, et en mode oh putain non, c'est pas normal qu'elle domine Daredevil, en plus ouais mais pourquoi il est avec elle à la fin et tout. Donc je pense vraiment que là, vu que c'est des gens qui en plus n'ont jamais osé affronter leur fanbase, y compris les parties les plus teubées de leur fanbase, je pense qu'ils ont quand même ce coup de flip là. Et après ils ont le côté Star Wars du coup de flip, c'est quand Iger avait dit, alors beaucoup plus tard évidemment, on va sortir moins de choses, on va quand même sortir un peu moins, peut-être que c'était une légère erreur de faire à ce point-là de la quantité. Mais ça Chapek l'a dit, hein. Chapek a dit que ça diluait l'attention des fans d'avoir trop de séries et tout ça, donc ils sont déjà en train de réduire le volume. De façon très arrondie de dire exactement la même chose, on a fait de la quantité au détriment de la qualité et tout, et en plus il fallait voir la gueule de la qualité aussi, parce qu'ils avaient déjà fait des films de merde, mais en gros là je pense même que c'est juste que les trucs sont déjà tournés, ou en tout cas déjà trop avancés, mais ils sont bloqués, les trucs genre bloqués par la grève des scénaristes. Non mais je veux dire les projets qui sont déjà lancés, genre Ironheart et Agatha House of Darkness. Ouais. Je pense que c'est pareil, ils doivent se dire soit faut les retaper, soit on a un énorme problème, parce qu'en fait les gens qui ont été déçus par des séries avec leurs personnages préférés, à quel moment ils vont visionner ces trucs-là? Oui. C'est aussi un problème, surtout que là tu peux plus leur faire à chaque fois le coup de oui mais ça vous servira pour le film d'après, parce que même les films d'après ils font plus rêver suffisamment de gens dans leur fanbase. Encore une fois, ça peut être pour des très mauvaises raisons. Je pense que t'as quand même malheureusement une écrasante, enfin non pas une écrasante, j'en sais rien, au moins une partie des gens qui détestent d'avance The Marvel juste parce qu'en fait c'est trois meufs concrètement.
Mais après, t'as aussi des gens où juste, ils s'en foutent de ce film. Ouais. Ils ont pas d'attente, pas d'intérêt, et ils ont pas la motive, en fait, de rattraper le truc en se disant, ouais, mais je vais, en fait, regarder Miss Marvel, et peut-être ça me donnera envie de regarder un film. Parce qu'en fait, aucun spectateur enfin, très peu de spectateurs fonctionnent comme ça. Si initialement le truc t'intéresse pas, même si on tapate en te disant, ouais, mais si tu veux suivre ce truc-là, machin, bah non. La preuve, en fait, pour des sagas qui sont considérées comme au moins aussi stupides, mais qui génèrent autant d'argent, t'as des gens, ils vont pas se taper les Fast and Furious du début juste pour comprendre que dans telle scène, en fait, le mec qui ramène Anne, l'asiatique, en fait, c'était Tokyo Drift. Ils en ont rien à branler. C'est tout. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Bah là, eux, pour moi, ils entrent dans cette phase-là où soit leur locomotive remarche comme avant et ça arrive à redrainer leurs fans, bah, soit ça me paraît quand même très compliqué. Et là, effectivement, dans leurs annonces, bon, je sais qu'évidemment, même avant la grève scénariste, figurant et ce qui est dommage, c'est que les mecs des effets spéciaux sont pas encore dedans parce que je crois qu'ils sont 100 fois moins structurés. Ils ont pas de syndicat. Ils sont pas syndiqués, c'est comme dans l'animation. Ouais, c'est ça. Mais en gros, que même avant ça, bah, ils avaient déjà commencé à gentiment repousser pas mal de trucs. Même Echo, ils disent, vont peut-être le sortir en une seule fois au lieu d'une sortie. C'est déjà attesté que ça sort en novembre et tout d'un coup. Ce qui est, ouais. Ah, donc ouais, ça sort le je sais plus quel jour, genre le 13 novembre machin, le 14, toi, moi, en duo, on se fait un 100% juste Echo. après Loki, du coup. Bah, du coup, oui. Vraiment, le timing est, ouais. Donc c'est pas bien. Alors pour moi, le seul truc où, mais je pense c'est quand même symptomatique, c'est qu'à mon avis, c'est le truc sur lequel ils pariaient le moins, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, des gens qui n'ont rien contre l'idée, et effectivement ils l'ont annoncé, qu'il y ait des nouveaux one-shot type Werewolf by Night. Secret Invasion se répète un très bon special de 40 minutes. Franchement, un special en temps réel. Voilà. Franchement, un special Secret Invasion où t'as d'un côté un huis clos où on ne sait pas qui est le Skrull et en parallèle une enquête ultra speed à la 24 heures. Mais je te jure, tu me fais ça genre en téléfilm, en web-film, on va dire pour Disney+, d'une heure. Oui. Mais oui, allez-y. Vraiment, vous passez à côté de trucs des fois et tu dis. Et encore une fois, c'est pas plus difficile à comprendre parce que, ils maîtrisent par exemple, leur tu vois, la scène d'intro de la série avec Martin Freeman face au mec. Ça aurait pu être étalé sur 40 minutes. Exactement ce truc. Et à la fin, ça se termine dans le combat et tu sais pas qui est qui. Et t'as Martin Freeman, donc tu sais que des gens vont regarder parce que c'est Martin Freeman. Même pas par rapport au MCU, mais juste parce que c'est Watson et que c'est Bilbo. Bien sûr. Et ça aurait été, et je trouve que c'est pour ça la scène d'intro, je me disais, bah, ça va, en vrai, tu sais pas qui est qui, effectivement, il y a la menace, il y a l'urgence un peu dans la voix du mec qui découvre le complot. Ah oui, donc clairement, oui, il y a le côté parano, il y a le côté, le twist de, ah, mais en fait, c'était même pas lui. Non, mais vraiment, tu dis quitte à trahir, mais je veux dire, pas dans le sens péjoratif, trahir dans le sens adapté un matériau d'origine en disant, ok, nous, on peut pas faire ça, ou on ne veut pas faire ça, ok, très bien, il y a aucun souci. C'est quoi l'essence de Secret Invasion? C'est de la paranoïa et de la trahison et du twist, mais qui est quand même un peu bien amené. Oui. Ouais, tu peux faire ça, tu peux vraiment faire ça. C'est que soit ouais, on a un gros one shot ou en une série qui serait pas du tout agencée comme ça. Et eux, en fait, ils ont quand même en fait, je trouve que c'est très étrange à dire comme ça, mais en série, ils ont des modèles assez archaïques, en fait. Quand tu compares les séries du MCU 2000, avec ce qui se fait dans les séries actuellement en parallèle, dans tous les genres possibles, hein. Que ce soit, en gros, She-Hulk, c'est de la sitcom, mais c'est de la sitcom années 90-2000. C'est super étrange de se dire, et c'est pareil pour les séries judiciaires, c'est aussi 90-2000, et tu dis, mais entre-temps, la sitcom a évolué de fou, l'humour méta a évolué de fou, les séries judiciaires aussi, vous auriez pu aller méga loin. Et après, en fait, bon, oui, tu comprends pourquoi ils peuvent pas aller plus loin, que t'as une autorité au-dessus qui leur dit, non, nous on est plutôt frileux sur. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que She-Hulk, le final, se fout de la gueule des combats à 100% monstres CGI et tout ça. Et ça leur empêche pas final, il le fasse le refaire dans une série un an plus tard. Tu dis pareil, les trucs Falcon Winter Soldier, bon, je pense que là ils sont allés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec ce style de plafond de verre, mais c'est pareil, tu dis si c'est ça tes thématiques, regarde les séries à côté de toi, tu peux vraiment faire beaucoup plus et beaucoup mieux. En vrai, si demain ça les piquait de faire un truc sur le côté peut-être
un empire business, genre à qui revient, je sais pas, un truc, l'empire Tony Stark. On sait que ça ressemblera jamais à Succession, mais techniquement, ils seraient aussi en concurrence avec Succession s'ils voulaient faire un truc de magouille financière. Et ils font ça à chaque série, mais tu sens que leur modèle, je sais pas si c'est peut-être les décideurs, parce que quand tu vois qu'au final... Ça te va, toi, les décideurs? Ah oui. Non, parce que quand tu vois que le mec qui a sauvé la phase 1, au final, c'est Whedon, et que Whedon, c'est Buffy, peut-être qu'en vrai, les autorités suprêmes chez Marvel Studios et Disney, en fait, c'est des mecs qui jurent par un modèle qui, en vrai, pour nous, est très vieux et très dépassé, et qui, même s'il est bien reproduit, ce qui n'est pas le cas, ben, ne peut pas être convaincant, quoi, parce que, je sais pas, j'essaie de me faire les séries dans la tête, mais Hawkeye, c'était un téléfilm de Noël beaucoup trop long. T'avais vraiment le côté babysitting. Mais il y avait Echo. Et toi, t'étais méga fan. Franchement, elle est cool, Echo. Moi, j'aime bien. Non, mais Echo, elle est cool, c'est juste, c'est un truc. C'est un running gag avec. Là, il me l'avait survendu en mode. Non, je sais jamais survendu. Si, tu m'as dit, elle a les mêmes capacités de mimétisme qu'un Taskmaster. Ouais. Voilà, ce qui est clairement pas vraiment l'essence du personnage dans cette série. Mais voilà, non, après, ils ont fait quoi? Ouais, Loki, ça passe parce que, en fait, c'est Loki, bien. Concrètement. C'est fou comme en voyant la bande-annonce de Loki, je me suis dit, putain, ça met déjà une vitesse. Une DA, une réalisation. Mais, waouh, c'était trop bizarre à regarder. Bah, oui. C'était une anomalie, limite. Et après, je sais pas si on en oublie. Il y a, ouais, tout ce qu'on a dit. Hawkeye, Loki, Secret, Wanda. Ah ouais, Wanda, en même temps, Wanda c'est une série protéiforme un peu. Qui démarrait bien, et après t'as. Wanda, vous savez ce qui serait cool, un vortex dans le ciel. Toutes les parodies de séries sont cool, et l'intrigue du présent est nulle. Oui, c'est ça. Franchement, enfin, elle est moyenne, quoi. Puis c'est pareil, je pense que dans leur tête, c'est méga triste, hein, mais en fait, WandaVision, c'était leur House of M, en fait. C'était le moment pétage de câble de Wanda. Putain, j'espère. C'est ça, en fait. Ça va être un petit bled. Ouais, ça est Multiverse of Madness, quand même, bon. Enfin, bref. Du coup, vous aurez compris que Secret Invasion, ça dure 2 heures de plus que ce podcast, et en vrai, vous avez pas vraiment envie de passer autant de temps que ça. Donc, on espère quand même que cette émission vous a plu par rapport à tout ce dont on a pu discuter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager les podcasts sur vos réseaux sociaux. Océane, Yerim, je vous remercie d'avoir encore été là et d'avoir donné de votre... On n'a pas eu l'avis de Corentin sur le premier épisode. Ça l'a emmerdé. Il m'a dit, bon, c'était chiant. Voilà. J'ai tenté de limiter, mais maintenant on l'a. Donc merci à vous deux d'avoir donné de votre précieux temps. Pression aussi. Ouais, mais surtout de votre précieux temps que vous ne récupérez jamais. Ouais. Voilà. Donc merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain podcast. Ciao. Salut.